Vous écoutez La Bonne Équipe. On a déjà dû vous poser la question « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» Et en général, la réponse est « J'en sais rien ». Parce qu'on a besoin de bouchers, de business développeurs, de data scientists, d'infirmières, de maires, de militaires ou encore de pompiers, le podcast La Bonne Équipe, c'est le podcast des métiers. En partant d'un principe assez simple, la bonne équipe, c'est d'abord celle qui se complète en étant persuadé, bien sûr, que tout le monde a un rôle à jouer dans la société. Au travers des interviews que je vais dresser de mes invités, l'idée sera de comprendre en quoi consiste leur métier, quelles en sont les sources de plaisir ou les contraintes, l'idée étant bien sûr de vous inspirer un maximum. Je m'appelle Jérémy Muselet, je suis intervenant en école de commerce et plein d'autres choses encore, et je vous souhaite une bonne écoute. Donc bonjour à tous. Cette semaine, en fait, on se retrouve dans la ville rose, Toulouse, avec Alexis Castro. Alexis, d'abord, première question, comment tu vas ? Eh ben écoute, ça va très bien, beaucoup mieux que quand je t'ai enregistré justement. Ouais, t'as une meilleure voix, je te le confirme. Alexis, est-ce que déjà tu peux nous parler de ton métier, te présenter vite fait, et puis je vais rebondir derrière, bien sûr. Ouais, parfait. Bien écoute, j'ai 32 ans, je vis donc à Toulouse et je suis gérant d'un cabinet de conseil en investissement et en gestion de patrimoine. Alors métier que je connaissais pas il y a quelques années, on aura l'occasion de revenir dessus, et qui me passionne désormais énormément. Ok. Et t'as un parcours. C'est quoi ton parcours, Alexis ? Alors, ben moi j'ai commencé par un bac S, tu vois, sciences de l'ingénieur. Parce que j'aimais bien, depuis tout petit, fabriquer des Lego, fabriquer des choses comme ça. Et vu que j'étais plutôt bon en matière scientifique, je me suis pas trop posé de questions. Et les conseillers d'orientation non plus m'ont dit t'es bon en maths et en physique, tu fais S. T'es bon en S, tu fais une école d'ingénieur, parce que c'est ce qui ouvre le plus de portes. Puis du coup, je me suis retrouvé en école d'ingénieur et je me suis demandé un peu ce que je faisais là. Parce que j'étais pas trop passionné par les matières scientifiques plus que ça. Je trouvais que j'avais des facilités, mais ça m'intéressait pas plus que ça. Donc je me suis beaucoup impliqué dans le domaine associatif à côté des cours. Ça m'a appris beaucoup de choses. Et je me permets de te couper en allant, mais quel type d'assaut ? Des assos étudiantes ou Ouais, assos étudiantes. Il se trouve que dans l'école où j'étais, on avait beaucoup d'activités à côté. Associatifs dans des récoltes de nourriture, de nettoyage d'une rivière, à organiser des événements pour les étudiants. Et de là, j'ai été au bureau des élèves, où j'étais président du bureau des élèves. Mes respects. Rien de très fabuleux, mais en tout cas, c'était intéressant, puisque du coup, effectivement, tu dois créer une synergie avec des personnes qui ne sont pas payées, des personnes qui sont bénévoles, avec un projet commun. Et ça a donné lieu à divers événements, beaucoup de pression, mais beaucoup d'apprentissage, parce que tu discutes avec le maire, avec le directeur de l'école, tout ça. Donc j'aimais beaucoup ça, parce que j'avais pas forcément confiance en moi à l'époque, et ça m'a pas mal donné confiance et montré qu'on peut... en fait, que les relations humaines, c'est cool. Voilà, c'est ce que j'en retire. Ok. Et donc toi, c'était quoi ? C'était une prépa intégrée ou t'as fait sup SP après le bac ? Prépa intégrée. Prépa intégrée, d'accord. Et la question peut paraître bizarre, mais pourquoi cette école ? D'abord, c'était quelle école ? Alors, c'était l'ENI de Tarbes, donc à Tarbes, Tarbes. École nationale d'ingénieurs de Tarbes, qui a été créée par l'ENSAM, les arts et métiers, il y a quelques années, quand ils voulaient faire un cursus en 5 ans. On a gardé quelques traditions qui sont un peu les mêmes que les Gazards, pour ceux qui connaissent. Et alors, pourquoi cette école ? Déjà parce que c'était une prépa intégrée. Quand j'étais en première S, j'étais certain de vouloir faire une prépa. Quand j'ai rencontré des gens qui étaient en prépa, j'étais certain de ne plus vouloir faire de prépa. Et du coup, je m'étais dit, moi, dans ma famille, si tu veux, personne n'a fait d'études supérieures. Les plus proches de moi n'ont même pas le bac, d'ailleurs. Et donc, l'idée, c'était que même n'importe quelle étude supérieure, c'était chouette, déjà. Mais j'avais pas de référentiel de me dire, tiens, telle école, elle est bien, telle école, elle est mieux. Ça va régir ton salaire en début de carrière. J'avais pas du tout idée de tout ça, moi. J'étais dans un lycée à Brive-la-Gaillarde et du coup mes seuls référentiels c'était mes camarades de classe qui n'avaient pas beaucoup plus de référentiels que moi, si ce n'est leur entourage proche et quelques-uns qui étaient ingés.
Et donc D'accord. c'est un salon de l'étudiant, j'ai découvert cette école par hasard, parce que c'est un ami qui me dit, bah tiens, va voir là-bas, ça a l'air cool. Parce que moi, à la base, j'étais parti pour faire un IUT, et me dire, bah ok, je finirai dans les 10 premiers, et de là, j'irai dans une école d'ingénieur comme l'ENSAM ou autre, quoi. Et il se trouve que au moment de faire ses choix, j'ai été reçu dans cette école d'ingénieur-là, et j'ai dit à ma mère, bah écoute, moi, je vais pas y aller, je vais faire un IUT pour après avoir une autre école. Et elle m'a dit, bah écoute, pourquoi tu veux faire une autre école? Enfin, ce que tu veux, c'est une école d'ingé, t'en as une maintenant, pourquoi tu vas attendre 2 ans et faire autre chose? Tu vois? Et ce bon Ouais, sens ouais, ouais. paysan, en fait, m'avait fait, bah oui, c'est vrai, bah allez, on va y aller. Et du coup, je regrette absolument pas mon choix. J'ai vécu 5 années géniales et des relations que je garde toujours. Mes meilleurs amis aujourd'hui, en partie, viennent de ça. Donc, j'aurais pas fait différemment. Mais c'est vrai qu'une fois arrivé à mon premier job à Paris, je me suis rendu compte que avoir une école avec un nom qu'on connaît et une certaine réputation, bah, ça fait une différence déjà sur le salaire, sur la façon dont t'es vu, sur les postes. Alors, j'adhère pas forcément avec l'idée, hein, mais en tout cas, sur les 5 premières années, je pense que ça joue quand même. Ouais, tu m'étonnes. Alors, pour moi qui suis pas nécessairement issu de ce monde-là, de manière très simpliste, qu'est-ce que tu apprends en école d'ingénieur? Bah, t'apprends à apprendre. Je pense que c'est ce que j'en déduis maintenant. Non, il y a beaucoup de choses qui semblent inutiles sur le moment, je dois t'avouer, notamment dans les matières scientifiques et surtout dans la prépa intégrée où on fait des maths très poussées pour en gros comprendre ce qu'un logiciel ferait aujourd'hui. Mais moi, enfin, c'est pas pour rien que je suis devenu entrepreneur maintenant. Moi, mon objectif, c'est d'en faire le moins de possible avec le meilleur de résultats. Tu vois, s'il y a des outils qui existent, ok, c'est sympa de comprendre comment ça marche, mais j'ai confiance dans les gens qui l'ont créé. Mais globalement, je peux comprendre l'intérêt pour des personnes qui vont faire ingénieur calcul et qui vont aller dans des choses très complexes, donc c'est bien qu'on s'ouvre à ça. Mais c'est beaucoup de théorie quand même. Peu de matière de sciences humaines, ça arrive un peu sur la fin, les 2 dernières années. Mais c'était beaucoup, beaucoup de théorie quand même. Alors ça va de la cinématique, donc de la physique poussée, on va dire, jusqu'à la science des matériaux. Voilà, en passant par de la thermodynamique pour comprendre comment fonctionnent les fluides, les vapeurs. Alors moi c'était ingénieur mécanique, donc c'est pour ça aussi. Les matériaux, ça m'intéressait beaucoup, hein, voir comment ça vit, comment c'est créé. Mais ça restait quand même très très théorique. Et on Ok, avait des stages en entreprise. Et c'est là où j'ai compris que je voulais pas faire ingénieur calcul ou être dans la conception, quoi. d'accord. Pourquoi Paris? C'était un choix délibéré ou c'est parce que dans ta région, potentiellement, il n'y a pas beaucoup de boulot? Alors en fait, bah, dans ces fameuses 2 dernières années d'études, on pouvait choisir des options sur des matières précises et donc moi j'avais choisi les achats. On n'avait pas d'option commerce, tu vois. Moi en fait, à la fin du bac, je sentais que j'étais plus fait pour une école de commerce, mais elles étaient toutes payantes et on n'avait pas les moyens. Enfin en tout cas c'est l'idée que j'en avais et c'était ce que j'avais vu dans les salons étudiants que j'ai fait. Donc c'est pour ça aussi hein, que j'avais visé une IUT ou une école d'ingénieur. C'était parce que c'était gratuit. L'alternance n'était pas trop développée à l'époque. Et donc du coup, je me suis dirigé vers une école d'ingénieur pour ça. Mais les matières commerciales m'intéressaient quand même et ces activités associatives bah, m'ont poussé là-dedans à me dire, ok, en fait, j'aime le lien avec les gens, j'aime négocier, j'aime voilà, échanger et avoir un rôle à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi et surtout à l'extérieur, quoi. Tu vois, c'est ambivalent. Et donc j'avais des cours d'achat que j'ai pu choisir. Je connaissais pas du tout cette matière, je savais même pas que ce métier existait. On va payer des gens pour acheter des trucs. Je comprenais pas. Tu vois. Et bah, ces profs étaient passionnants. Déjà, ils étaient assez inspirants, charismatiques. Tu vois, ils présentaient bien, ça m'attirait quand même. Tu vois, ils arrivaient bien habillés, ils parlaient bien. Voilà, je sais pas, il y avait un truc qui était sympa. Et c'était une des premières fois où j'allais à la fin du cours pour discuter. Parler un peu de leur vie, de leur quotidien, qu'ils voyageaient beaucoup, qu'ils allaient voir les fournisseurs, qu'ils étaient à la fois en interne et en externe. Je sais, bah ok, c'est ça que je veux faire. Donc par tous les moyens, mon stage de fin d'études doit être dans les achats. Et donc de là, j'ai dû envoyer des centaines de candidatures dans à peu près tout ce qui passait, hein. J'ai appelé des anciens de l'école qui travaillaient dans les achats pour connaître leur parcours. Certains qui avaient fait un bac plus 6, un master spécialisé en achat, d'autres pas du tout, voir un peu les différences. Et donc moi je m'étais dit, bah, très bien, je dois trouver une entreprise qui travaille dans les achats. Et quand tu vas dans une grande entreprise, ça a peut-être un peu changé maintenant, mais en tout cas à l'époque c'était beaucoup sur Paris quand même. Ouais. Donc c'était pas un choix de la ville, hein, c'était un choix de me dire bah ok où est-ce que je peux avoir un poste intéressant et tout simplement j'ai postulé chez Alstom. J'ai été reçu en entretien. Alors là c'était très épique parce que
pour moi, de ma campagne, c'était une des premières fois où j'allais à Paris. C'était une catastrophe. J'avais pas du tout anticipé les transports en commun. Enfin, c'était, pour te dire, j'avais un entretien dans une entreprise qui faisait de la gestion de projet vers Bercy. Une autre, c'était Renault, donc le Technocentre à Guyancourt, et Alstom à Saint-Ouen. Donc, quand tu connais Paris, c'est à l'opposé. Et je suis arrivé chez Renault avec 1 heure de retard, tout transpirant. Ah oui. Ils m'ont fait attendre 1 heure et demie du coup, avant de me recevoir. Ce qui m'a presque mis en retard pour Alstom. Et en fait, j'ai fait ces 3 entretiens dans toute la journée, en courant partout, sans déjeuner. Je suis arrivé à 17h pile pour mon entretien de 17h chez Alstom. Et là, la personne qui m'a reçu a bien vu que il y avait un truc qui s'était passé. Et donc, il a pris du temps pour écouter et a décidé de me faire confiance. Lui a fait une école de commerce et il aurait rêvé de faire une école d'ingé, tu vois, donc comme quoi. Ouais, c'est marrant. Et il m'a pris sous son aile et de là, ça a vraiment été un mentor pour moi. Et donc voilà, après, ça n'a pas de lien avec mon métier actuel, hein, mais si tu es intéressé par le parcours, du coup, de là, j'ai appris Paris, j'ai appris que c'était pas comme ailleurs en France, en fait, qu'il y avait quand même des différences, que je comprends la notion de parisien et de provinciaux. Et justement, qu'est-ce qui t'a, en arrivant sur Paris, qu'est-ce qui t'a frappé, tiens? Les gens, leur attitude au quotidien. Alors, le vrai et le faux. Tu vois, moi, de là où j'étais dans le sud-ouest, c'était toujours les Parisiens, ils sont pas sympas, ils sont hautains et tout. Et en fait, je me suis rendu compte, en dehors du travail, que en fait, les Parisiens, c'est que des provinciaux, majoritairement, qui viennent bosser à Paris et qui sont là et qui connaissent pas grand monde. Enfin, en tout cas, moi, j'étais jeune, donc c'était la population que j'avais. Et après, les autres, c'est certains qui sont restés 10, 15, 20 ans, tu vois. Mais à la base, beaucoup que j'ai rencontrés ne venaient pas de Paris à la base et ça bougeait beaucoup. Les gens voulaient rencontrer d'autres personnes et j'étais très intéressé par tout ce qui était culturel, par l'ouverture d'esprit, par des discussions poussées sur certains sujets. Tu vois, un niveau intéressant de discussion et d'ouverture sur le monde, en fait. Plus que là, ce que j'avais connu. Sans élitisme, tu vois, mais c'est vraiment ce que j'ai eu. Et par contre, le métro tous les jours et les gens pressés et qui poussent et pas sympa, ça aussi, c'était un peu vrai quand même. Oui, enfin, en même temps, tu vois, à titre perso, je vais régulièrement sur Paris. Je me rends compte que quand je rentre chez moi, en fait, je marche aussi vite que les Parisiens. En fait, tu sais, par mimétisme, tu te speed alors que t'es pas nécessairement speed du reste. Mais c'est humain. Ok. Et comment ton métier, en fait, donc acheteur industriel, on va dire. Oui. Tu achètes quoi concrètement? Alors au départ, mon premier, donc le stage de fin d'études, j'étais le bras droit du responsable des achats de services, de prestations de services. Donc c'était beaucoup des prestations de services intellectuels. D'accord. Donc on achetait des heures et des forfaits pour des groupes de personnes, souvent des ingénieurs d'ailleurs, dans des domaines très spécifiques, qui n'étaient pas internalisés chez Alstom. Comme quoi par exemple? Tout ce qui est... dans le domaine de la signalisation poussée ou de la conception sur certains, on va dire, domaines spécifiques et des briques spécifiques, où en fait, ça permettait également, alors soit d'avoir des domaines dans lesquels on n'était pas spécialiste, ou aussi d'avoir un buffer, un tampon de main-d'œuvre, que si jamais l'activité baissait, bien du coup c'était plus facile d'arrêter un contrat de sous-traitance que de virer des gens. D'accord, ouais, ok, ça me parle. Et alors ça, c'est tes débuts, ça t'a éclaté ou pas? Ça m'a éclaté, ouais, complètement. Parce que y avait une équipe déjà qui était en place dans plusieurs pays d'Europe. Moi, je gérais les acheteurs, enfin, je les gérais pas, mais je les animais, on va dire. Donc, j'étais en contact avec eux régulièrement. Mon tuteur m'emmenait dans tous ces rendez-vous avec les fournisseurs. Il y avait un peu de jeu de négociation, tout ça, et en même temps, une camaraderie, tu vois, je sais pas comment dire, mais l'ambiance était sympa, les gens s'entendaient bien, même si c'était une relation fournisseur-client, mais en même temps, quand tu étais dans le bureau et qu'il fallait parler prix, c'était sérieux, quoi. Et après, tu repartais copain, et j'aimais bien cet aspect humain, quoi. Ouais, j'aimais bien l'humain autour de ça. J'avais une bonne équipe, une très très bonne équipe, un N+2 qui était très inspirant et qui d'ailleurs a fait une carrière derrière assez inspirante dans le domaine de la grande distribution. Philippe Brochard, et qui est d'ailleurs à la tête de Auchan France aujourd'hui. D'accord. Et donc j'avais des gens vraiment qui m'inspiraient beaucoup, qui étaient très intelligents autour de moi, et je me suis dit waouh, là il y a du travail, quoi. Parce que jusque là, tu vois, c'était facile en fait. Globalement, pas trop fait d'efforts. Et je me suis dit ok, il faut bosser.
Et donc je me suis mis vraiment à bosser et je me suis éclaté, ouais. Et de là, donc j'ai pu avoir un VIE, donc un volontariat international en entreprise. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Si. Enfin, comment, en gros, tu travailles pour une boîte à l'étranger en étant jeune, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. C'est avant 28 ans. Tu travailles pour une boîte française à l'étranger. C'est ouvert à tous les Européens. Et en gros, toi, tu ne paies pas d'impôts, l'entreprise non plus. Donc ça fait de la manœuvre pas chère. Et puis pour le jeune qui part, ça permet d'avoir une expérience intéressante dans un pays. En gros. Ok. Et t'es parti où, du coup? En Pologne. En Pologne? Ouais. T'étais où, à Varsovie, du coup? Et non, Katowice, une petite ville dans le sud. Ah, Katowice. Très industrielle. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que du coup, j'étais face à un gros dilemme parce que à Paris, on a quand même beaucoup la culture des diplômes. Tu vois, je me souviens d'une nouvelle personne qui venait dans l'équipe, qui a été transférée d'un autre service d'Alstom. Il était déjà chez Alstom, il avait fait Central Paris. Et tu vois, avant de connaître son prénom, je savais que c'était quelqu'un qui avait fait Central Paris alors qu'il avait 45 ans. Je fais, waouh, c'est chaud, quoi. Moi, je suis foutu avec mon école d'ingé, qui n'était pas la pire du monde, tu vois, mais pas la meilleure non plus. Jamais on va dire, oui, c'est un mec qui a fait les nids de Tarbes. Non, c'était. Donc ça m'a beaucoup surpris. Et du coup, moi, j'avais en tête de faire un bac+6. J'avais pas oublié l'idée. Ah oui. Et ouais, et du coup, je cherchais ça. Et alors, j'ai passé plusieurs entretiens et j'ai été reçu à Central Paris, justement, tiens, c'est rigolo, pour faire un master spécialisé en achat là-bas. Donc, c'était assez compliqué en tant que Français d'y être parce qu'ils voulaient vraiment du multiculturalisme. Je crois qu'il y avait sur une promo de 10 places pour des Français, quelque chose comme ça, dont un entretien d'1 heure en anglais. Et à l'époque, j'étais pas fluent in English, quoi. Et il fallait faire une lettre de motivation à la main, ça je m'en souviens, manuscrite. Ah. Et ça, c'est pas facile comme exercice. Ouais, t'as pas de Google Trad pour t'aider, du coup. Non. Et bref, je suis reçu et je suis face à ce dilemme. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais en Pologne et je vis une aventure professionnelle qui semble être intéressante et humaine aussi? Ou alors, je vise la voie du diplôme et j'ai mon bac+6 et j'ai la mention en Central Paris sur mon CV, quoi. Au-delà du réseau que tu te crées là-bas. Et je me souviens très bien où j'étais avec des amis un soir et tu vois, je faisais le pour et le contre de chacun, quoi. C'était hyper difficile pour moi de prendre une décision. En plus, je suis balance, tu vois, comme signe astrologique. Ah, punaise. Et bienvenue au club. Ah ouais, toi aussi. Ouais, en fait, tu vois, non, mais là, petit aparté, mais je me suis intéressé réellement à l'astrologie, tu vois. Pas pour le côté prévision, mais sur le côté profil. Et je me dis, il y a quand même un fond de vérité, ce truc de balance où quand tu dis les plus et les moins, je me dis, mais ouais, c'est horrible. Ah ouais. C'est horrible parce que dès lors où tu vas trouver très peu de moins, tu vas te dire, tiens, je vais quand même essayer d'en trouver d'autres. Et puis à la fin, tu tournes en rond. Enfin, en tout cas... mais le problème, c'est qu'à un moment donné, quoi qu'il arrive, tu dois te positionner. Donc, c'est clair. Et comment s'est finie cette soirée, du coup? Alors j'étais avec un ami de mon école d'ingé et un autre que j'avais rencontré parce que j'avais fait un Erasmus en Roumanie. Donc tu vois, moi les pays d'Europe centrale et de l'Est, c'était mon truc. Donc un très bon ami de Roumanie qui lui justement était dans un master spécialisé HEC. Il avait fait l'ENSAM et il a fait un master spécialisé HEC entrepreneur qui est plutôt réputé. Donc lui était dans ce monde-là, tu vois, grande école, réseau, tout ça. Et donc ça m'a pas mal aidé, hein, et au final... Après, c'est quelqu'un de très simple et on se ressent beaucoup. Et du coup, il m'a dit, ok, c'est bien, mais en fait, l'aventure humaine et l'expérience pro que tu peux avoir là-bas, ça vaut peut-être plus qu'un nom sur le CV, quoi. Le réseau, c'est cool, mais tu peux te le faire aussi autrement. Et puis moi, j'avais un peu l'envie de l'aventure quand même, je pense. Donc j'ai décidé de partir parce que on m'avait bien vendu la personne là-bas, qui allait être mon responsable. Parce que c'était important pour moi suite à une très très mauvaise expérience d'ailleurs en stage de 3e année avec un tuteur qui était exécrable. C'était une des pires expériences de ma vie. Heureusement j'étais pas seul là-bas, j'avais des amis qui étaient en stage dans la même boîte qui m'ont rassuré un peu sur dire non c'est pas toi, c'est vraiment que cette personne-là est malveillante. Et 6 mois c'est long quand c'est comme ça. Pour mes prochaines expériences, la personne avec qui j'allais travailler était un facteur fondamental, tu vois. Donc le fait qu'on me dise tu verras là-bas, il est top, ça va bien se passer. Le fait que ce soit en Pologne, j'avais bien aimé, j'avais beaucoup voyagé en Europe de l'Est et centrale quand j'étais en Roumanie. Du coup, j'ai choisi l'aventure, quoi. Voilà. Ok. Et du coup, pour parler sur place, j'imagine que tu parles... Enfin, en tout cas, à l'époque, tu parlais pas polonais. Et non. Donc c'est en full English. Full English.
Full English, mais ça me faisait pas très peur, parce que même si j'étais pas complètement fluent, je me débrouillais. Et puis quand je suis arrivé là-bas et que j'ai entendu mes compagnons français qui étaient déjà sur place, qui avaient commencé avec un VE et qui étaient restés parler anglais, je me suis dit, ok, ça va le faire. Parce que ça fait 3 ans qu'ils sont là, on devrait y arriver. Et après, quand j'ai entendu les Polonais, bah pareil, ils parlaient très bien, on se comprenait, mais ils avaient un accent fort. Et nous, tu sais, quand on apprend l'anglais, on nous tape sur les doigts tout le temps pour l'accent, pour les petits mots, pour tout ça. Et je trouve ça ridicule, parce qu'en fait, ça nous bride, on n'ose plus parler. Et en fait, là-bas, ils se posaient pas de questions, ils parlaient anglais. Certes, il y avait un accent fort, certes, on comprenait pas tout. Comme moi, les gens comprenaient pas tout ce que je disais au départ. Mais à la fin, t'y arrives, quoi. Mais oui, évidemment. Ouais, non, mais je pense qu'on est tous des traumatisés de l'anglais. Moi, je sais que sur l'accent, les profs d'anglais ont souvent tendance, effectivement, à insister là-dessus. Et moi, je me dis rien de tel que l'école de la piscine, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si effectivement cet accent c'est important, bah, de toute façon, mécaniquement, il va venir. Oui. Et par expérience, effectivement, dans le monde entier, tout le monde a un accent pourri, ou beaucoup en tout cas. Et au final, ça n'empêche pas les gens de discuter entre eux, quoi. Ah, c'est clair. Donc non, pas le problème de l'anglais. Alors là, j'achète quoi en niveau industriel? C'est là que ça va t'intéresser. Alors, mon premier job, alors c'est pour ça aussi que j'y suis allé, parce que ça faisait rêver. Hein. En gros, j'étais... alors, ils appelaient ça Best Cost Country Coordinator. C'est sûr que sur une carte de visite ou même sur un profil LinkedIn, quoi, c'est un truc qui tue. Vas-y, et ça consiste en quoi? Avant, ça s'appelait Low Cost Country Coordinator. Donc, pour le faire de manière plus politique, au lieu d'être low cost, ils ont mis best cost, tu vois. Oui, c'est vrai que d'un point de vue marketing, c'est le repositionnement était nécessaire et efficace, je pense. Du coup, mon rôle, c'était d'avoir une commodité de pièces bien spécifiques et d'aller chercher des fournisseurs, les auditer et faire du lobbying en interne chez Alstom sur les sites français pour qu'ils utilisent ce fournisseur-là, qui était mieux placé en termes de prix, si évidemment il respectait les critères de qualité, de délai par des tests qu'on aurait fait avant. Donc mon boulot, c'était de me balader un peu partout dans les pays d'Europe centrale et de l'Est pour trouver des nouveaux fournisseurs. D'accord. Et comment tu disais que tu faisais des audits, quel type d'audit tu pratiquais? Alors là, c'était des audits plutôt sur la qualité, si tu veux. On avait une feuille de route, hein, et moi j'allais rencontrer les chefs d'entreprise. Alors attends, je te parle de ça, j'avais 22 ans, tu vois. Donc, ah oui, la vache. Ouais, 22 ans, 22-23 peut-être. Je suis lâché comme ça, avec une voiture de la société qu'on me prête quand je dois aller là-bas, faire des heures de route, dormir à l'hôtel et aller voir un patron de boîte polonais, slovaque ou tchèque ou hongrois, tu vois. Souvent des entreprises familiales qui a de la bouteille et qui voit un petit jeune en costard à Alstom Transport, mec qui vient lui poser des questions sur son entreprise, tu vois. Ça m'a appris la vie. Tu m'étonnes. Et du coup, les questions, c'était sur l'organisation, sur le suivi des pièces, sur où ils s'approvisionnaient. C'était assez large, tu vois. C'était une demi-journée en général. Et puis souvent, on finissait ou on démarrait par un bon déjeuner au restaurant ou un dîner. Et ça, c'était sympathique quand même. Donc ça m'a appris d'avoir les deux rôles, tu vois. Le rôle un peu d'auditeur, mais en étant sérieux, mais ouvert quand même. Et après, le côté plus sympa du partage. Ouais, plus relationnel. Et je sais pas, à l'époque, alors ça date d'il y a une dizaine d'années, tout ce qui était RSE, tout ça, c'est des domaines que tu auditais ou pas nécessairement? C'est assez vague. Disons qu'on avait des critères, notamment sur tout ce qui était peinture, etc., qui étaient assez stricts, tu vois. Mais après, sur le reste, non, ça s'arrêtait à est-ce que les employés ont des équipements de sécurité. Alors moi, j'étais dans le domaine de la fonderie et de la forge. Donc autant te dire que niveau... c'est pas vraiment du RSE, mais on était plus dans le risque au travail, là. Mais oui, là-dessus, il y avait des critères assez forts parce que une fois, j'ai été visiter une entreprise, c'était en Bulgarie ou en Turquie, je sais plus, où il y avait donc la fonderie, c'est tu prends du métal, tu le fais chauffer à très haute température, il est liquide dans un espèce de grand seau, tu vois, et tu viens le couler dans des moules qui ont été fabriqués en avance et qui ont la forme des pièces que tu veux. Ouais. Et donc du coup, ce gros seau de métal en fusion, il était transporté en l'air, quoi. Et des fois, il y avait des salariés avec des Fenwick qui passaient en dessous avec les bouteilles de gaz. Oh la vache. Et donc, ouais, j'ai vu des trucs assez chauds. Donc là-dessus, on était très très vigilants sur l'aspect sécurité, pas vraiment sur l'aspect RSE, à part sur l'approvisionnement de matières un peu risquées comme la peinture ou ce genre de choses dans les composants, mais pas forcément plus que ça à l'époque.
D'accord. Et qu'est-ce qui est sympa en Pologne? Qu'est-ce que tu... Enfin, si tu devais... qu'est-ce que tu as aimé là-bas? À titre perso, j'entends, hein, je parle pas du boulot là pour le coup. Ouais. La vodka. Non, blague à part, vraiment, j'ai appris à comprendre ce que c'était la vodka et qu'il y avait des bonnes vodkas effectivement là-bas, parce que en tant qu'étudiant, c'était pas la même chose. Mais les gens sont très attachants, ils sont assez durs et fermés au premier abord. Tu vois, c'est un peu comme. Alors, j'ai entendu ça il y a pas longtemps dans un autre podcast, l'abricot et la noix de coco. Tu vois, en gros, les Américains, on va dire, c'est des abricots, ils sont très tendres au dehors, très sympas, mais le cœur, il est dur et t'as du mal à y rentrer. Tu vois. Justement, les Polonais ou les Slaves en général, je trouve que c'est un peu comme des noix de coco. La carapace est très dure, mais une fois que t'as passé la carapace, c'est très tendre à l'intérieur. Tu vois, et c'est des relations à vie. T'as gardé des contacts du coup? J'ai gardé des contacts, mais c'est dur. C'est dur parce que c'est loin, j'y pourquoi? retourne pas souvent, ils ont des vies de famille. Donc j'ai bien aimé les gens, beaucoup aimé les paysages, c'est très vert, la montagne là-bas est magnifique, il y a des forêts magnifiques. Je trouve que la nature est bien plus préservée qu'en France. Donc j'ai beaucoup aimé tout ça. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu es resté là-bas combien de temps finalement? Au final, 3 ans. 3 ans, d'accord. Et au bout de 3 ans, c'est quoi? C'est une fin de contrat ou tu te dis j'en ai marre, je passe à autre chose? Ouais, alors là, on va passer dans une étape où il y a eu plusieurs étapes. C'est qu'en 3 ans, j'ai eu 3 postes différents. Parce que j'étais là-bas pour travailler et pour rattraper le retard de ne pas avoir fait une école top du tableau, tu vois. En gros, c'était ça mon idée. Ouais. Et j'étais à la poursuite d'une carrière tout court. Parce que dans l'idée de ma famille, notamment mon grand-père, tu vois, qui était tourneur-fraiseur à l'usine, pour lui, les chefs, tu vois, ils avaient la belle vie. Et en fait, je me suis rendu compte que les chefs, ils n'avaient pas tant la belle vie que ça, au final. Hein. Qu'il y avait beaucoup de pression, beaucoup d'engagement et que c'était pas si facile. Mais j'avais quand même cette idée de réussir. Et pour moi, réussir, c'était monter dans les hiérarchies et avoir un meilleur salaire et une course un peu effrénée, tu vois. Donc j'ai beaucoup travaillé, ce qui fait que, comme on dit au pays des aveugles, les bancs sont les rois. J'étais pas le meilleur du monde. Mais il se trouve que là-bas, il n'y avait pas d'études en achat, les Polonais respectaient beaucoup leur horaire, donc à 16h30, 17h, ils étaient partis. Selon moi, ils ont complètement raison, hein, mais moi, je venais avec ma vision parisienne. Moi, à 18h, je partais. Déjà, j'ai l'impression de prendre mon après-midi. Du coup, j'ai beaucoup travaillé, j'ai vraiment pas lésiné là-dessus. Et j'ai eu plusieurs postes, donc après, j'étais ce job-là de trouver des nouveaux fournisseurs, plus acheteur pour le site de ces pièces-là. Puis, j'étais responsable des achats d'un projet. Donc là, tu gères tous les composants d'un train. Donc tu coordonnes les différents acheteurs qui eux vont acheter je sais pas, les vitres, les freins, les matières métalliques, les plastiques, les barres où tu te tiens, les sièges, voilà. Donc moi je coordonnais tout ça, c'était mon dernier job pour le métro de Dubaï où j'étais du coup entre Paris et la Pologne. Donc je me déplaçais beaucoup, donc là beaucoup en avion aussi, beaucoup de stress, du reporting à différentes directions. J'avais peut-être 23, 26 ans, ouais, c'est ça. Je suis arrivé à 23, j'avais 26 ans. Et c'était un peu un costume peut-être trop large pour moi. Alors là, tu me dis, va dans l'eau et nage. Là, j'ai nagé, mais il y avait du courant, quoi, des vagues. Et je me suis pas noyé, j'ai tenu tête, mais au détriment, je pense, de ma santé. Je m'en rendais pas compte à l'époque. Mais j'avais pris beaucoup de poids, tu vois, j'avais dépassé les 100 kilos. Alors c'était le moment où je commençais à me reprendre en main parce que je m'étais rendu compte quand même que ça allait pas. Que j'avais pris 10 ans dans la vue. En 2 ans, tu vois. Alors je voulais faire plus vieux. Ah oui. C'était aussi l'objectif parce que j'avais un poste à responsabilité jeune, donc je pense que mon corps a suivi. Effectivement, j'ai fait vieux. Je faisais même plus vieux qu'aujourd'hui à 32 ans, tu vois. Et du coup, de là, donc, comment j'arrête? Alors, donc VIE, puis contrat local. Et de là, en fait, je reçois un appel d'un chasseur de tête sur LinkedIn pour me proposer un poste à Toulouse. Et c'est ça qui me fait réfléchir. Voilà, et qui m'est fait en 3 ans. Parce que c'est vrai, attends, je me permets de te couper, mais toi, t'es à Toulouse, mais ça veut dire que ta famille est originaire de Toulouse? Non, du coup, pas loin de Brive-la-Gaillarde, le Corrèze. Ah, et c'est pas tout à fait, oui, c'est pas tout à fait le même coin. Ouais, tout à fait. Ok. Et oui, je comprends, retour dans le sud-ouest, donc t'hésites pourquoi? J'hésite parce qu'Alstom est une excellente entreprise qui a vraiment des opportunités de faire une belle carrière et des gens bienveillants et des services qui se cassent pas trop la tête entre eux, qui avancent en bonne intelligence. Bref, je m'y sentais vraiment bien et tout le monde s'y sentait bien. J'avais donc une des personnes qui m'a accueilli au départ, qui était arrivée en VIE comme moi et qui avait continué sa carrière, qui m'a vraiment appris beaucoup et
et qui était devenu mon chef, entre guillemets, mais on avait une relation un peu particulière, parce qu'on était amis, expat au même endroit, puis une relation de chef à subordonné, entre guillemets. Il m'a vraiment pris sous son aile, et donc du coup, j'avais peur de quitter tout ça, en fait, et de dire aux gens, parce que moi, j'ai un rapport avec la fiabilité et l'engagement très fort. Donc quand je m'engage pour de vrai, quoi. Donc j'avais du mal à arrêter ça. Donc c'était ça le doute, quoi. Ouais, mais enfin, je pense que t'es pas le seul, hein, si ça peut te rassurer. Je pense qu'à un moment donné, effectivement, il y a le métier, mais il y a aussi ton environnement et les gens avec qui tu bosses, quoi. Enfin, ça me paraît normal. Ça me paraît normal. Quitter une grande entreprise, quoi, parce que l'autre poste était une PME à Toulouse. Donc, ouais. Voilà. C'était pas la même chose. Je savais pas trop ce que j'allais gagner ou perdre. Et le salaire était bon, il me payait le déménagement, donc ça pesait dans la balance. J'avais fait des calculs hyper complexes pour comparer les niveaux de vie. Ça, c'est le process ingénieur, forcément. Et, ouais. Et en plus, je rentrais pas seul, parce que j'ai rencontré quelqu'un en Pologne qui est devenu mon épouse peu après. Ah oui. Et donc c'était un projet à deux. Donc elle parlait français, elle avait un diplôme, un master 2 en Pologne, mais c'était voilà aussi la question de se dire comment ça va se passer au début, est-ce qu'on va pouvoir assumer à deux avec un salaire au départ, comment ça va marcher, tout ça. Bon, au final, je prends la décision parce que j'avais besoin de changement et que j'étais plus trop bien non plus dans la ville où j'étais, parce que même s'il y avait des avantages, c'était quand même dur au quotidien, sans maîtriser complètement la langue. Je pense que c'était pas l'endroit où les gens étaient le plus ouverts de la Pologne. C'était pas une ville où il y avait beaucoup d'expatriés ou d'étrangers en tout cas. Des villes comme Varsovie, Wrocław ou Cracovie sont plus adaptées, je pense. Donc au final, à la longue, c'était peut-être un peu lourd, et le climat aussi, mine de rien. Ouais. Alors c'est pas si terrible qu'on peut l'imaginer, mais l'hiver est long. Surtout quand tu viens du sud-ouest de la France, j'imagine qu'il y a un petit choc culturel et thermique. Ok. Et donc, en termes de job là, dans cette PME, qu'est-ce qu'on te propose de faire? Quel titre et quel contenu de poste? Alors là, j'étais acheteur, tout court. Mais acheteur de quoi? Acheteur de... alors, il y avait deux dimensions. Déjà, cette entreprise, elle fabriquait ce qu'on appelle des machines spéciales, des outillages pour assembler les avions, aider à assembler les avions. Donc, en gros, tu as un outillage dédié à une partie d'avion que tu vas en gros assembler avec une autre partie. Et donc, c'était que du sur mesure, souvent en un exemplaire, peut-être en quelques-uns, ou des outillages pour déplacer des tronçons d'avion. Et donc, tu avais une dimension mécanique importante, mais aussi un peu de robotique. Ok. D'accord. Donc, moi, mon rôle, il était double. C'était d'acheter une partie des pièces pour certains projets et d'aller trouver des nouveaux fournisseurs dans des best cost country, du coup. Mais alors, est-ce que les fournisseurs que tu étais censé aller chercher avaient les mêmes savoir-faire que ceux que tu avais croisés par ailleurs dans les pays de l'Est? Non, j'ai essayé de trouver des synergies, mais il n'y en avait pas vraiment, parce que le domaine était complètement différent. Avant, j'étais vraiment sur la fonderie et la forge, et là, c'était plus du métal plié, soudé, quoi, tu vois. D'accord, donc ouais, balle neuve, quoi. En gros, il y avait peu de potentiel à exploiter. Voilà, mais c'est surtout que je tombe de haut, parce que du coup, à 26 ans, j'avais un poste où je gérais une vingtaine de personnes qui eux-mêmes avaient des postes à responsabilité, tu vois. Je parlais directement aux différentes directions. J'avais une réunion toutes les semaines avec le chef du site de Pologne qui dirigeait 1500 personnes. Là où je suis un acheteur de 27 ans. Tu vois. Ouais. Et considéré bien comme un petit jeune acheteur de 27 ans. Alors j'avais pas pris le melon ni rien, hein, mais j'avais quand même fait 2-3 choses, géré 2-3 projets, notamment le dernier qui était à 300 millions d'euros. C'était pas rien. Et c'était même pas la taille du plus gros des projets qu'ils avaient. Ok, mais alors tu vois, rétrospectivement, je me dis, mais pourquoi a-t-il accepté? En fait, je me dis, il y a une telle distorsion entre ce que tu faisais en Pologne, mais en même temps, c'est vrai aussi, et ça je l'ai constaté, c'est que quand tu travailles à l'étranger, on te confie une charge ou des responsabilités qui sont bien plus importantes que celles que tu pourrais avoir par ailleurs en France au même âge. Il y a du pour et du contre de chaque côté. J'imagine aussi qu'il y a une partie de ton choix qui portait peut-être sur ta vie perso, à savoir revenir près de tes bases, même si c'était pas... je sais pas. Complètement. Là, j'ai mis de côté la partie pro. J'étais pas trop inquiet.
j'étais pas trop inquiet sur le fait de pouvoir rebondir quoi qu'il en soit. C'était un pied-à-terre en France, c'était un moyen de pouvoir peut-être trouver autre chose derrière. L'aspect pro voilà, ne m'inquiétait pas. C'est vrai que je m'attendais pas à être autant dans une case, parce qu'en fait, au-delà du poste qui aurait pu être intéressant, il y avait une équipe technique qui gérait les achats plus ou moins et qui avait l'habitude de dire aux acheteurs, qui n'était pas ingénieur d'ailleurs, bah tiens, c'est ce fournisseur, négocie moins 5%, donc le truc horrible quand t'es acheteur. Ouais. Le choix a déjà été fait, t'as aucune marge. Et donc ils voulaient justement un ingé pour aller gratter un peu plus avant et avoir un discours technique. Sauf qu'en fait, ils m'ont jamais laissé la place d'avoir cette implication en amont du projet, tu vois. Donc ils ont resté avec les mêmes pratiques. C'est eux qui allaient voir les fournisseurs et qui disaient oui ou non. Bref, j'avais pas trop de valeur ajoutée. Donc je me suis très très vite ennuyé. Et c'est là où Mais j'ai... quand tu dis, Ouais. pardon, quand tu dis très très vite, c'est quoi? Un mois, j'ai commencé à avoir peur. 3 mois, je savais que j'allais partir. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, putain, tu m'as battu. Toi, c'est des cycles de 2 ans, c'est ça? Ouais, moi je suis plutôt sur du 2 ans et demi, Ouais. ouais. Mais ah oui, et donc, mais du coup, pour quand même l'avoir vécu, ça veut dire que pendant 3 mois, tu portes ton fardeau tous les matins en te levant en te disant, et merde, il faut que j'y retourne. Ah non, mais j'ai mis 1 an à partir. Oui, effectivement, entre le moment où tu découvres que Ouais. tu t'ennuies et puis le moment où tu prends la décision, il y a toujours un petit laps de Et temps. ouais, mais, parce que 3 mois, je sais que je vais partir, mais je lance les premières actions qu'au bout de 6 mois, donc 3 mois plus tard, tu vois. Parce qu'en fait, entre le moment où tu sais que tu vas partir, où tu dis non, mais je peux faire changer les choses, ça peut s'améliorer, je vais discuter, et au moment où tu te rends compte que rien ne changera, et le moment où tu trouves le nouveau poste, bah ouais, Ouais. c'est long. Et comme tu dis, tu portes ton fardeau tous les jours. Et là, c'était dur. Alors autant c'était dur en Pologne, mais c'était stimulant, et ok, niveau physique et niveau perso, c'était pas terrible, mais niveau pro, c'était enrichissant. Là, je me dis, ok, bon, niveau pro, tout va bien. On est à Toulouse, il fait beau, j'adore, je revois mes amis. Enfin, c'est l'éclate, j'adore cette ville. Par contre, niveau pro, bah, en fait, ça fout le moral à zéro. Waouh, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait? Là, j'étais perdu un peu, hein. Tu m'étonnes. Et du coup, qu'est-ce que tu fais au bout de cette année-là? Alors, c'est pendant cette année-là que je découvre la gestion de patrimoine et le conseil en investissement. Ah, et alors, bah tiens, tu m'intéresses. Comment tu le découvres? Au travers de ton banquier, au travers d'un tuto sur YouTube? C'est quoi tes premiers pas là-dedans? Alors, moi, j'étais très, très, très loin de tout ce qui est développement personnel, etc. hein. Moi, je viens vraiment d'une famille où il faut travailler dur et mériter ce qu'on a, tu vois. Si le travail, il est pas dur, c'est que c'est pas du travail. Et voilà, qu'il faut mériter ce qu'on a, et vraiment une valeur travail très très forte. Et d'ailleurs, je remercie pour ça, parce que ça m'aide aujourd'hui tous les jours. J'ai pris du recul sur certains points, mais ça m'a beaucoup aidé. Je suis très curieux, et donc quand j'étais en Pologne, je sais pas par quel biais, hein, mais je commence à découvrir le développement personnel, des livres et des vidéos YouTube, notamment d'Olivier Roland. Alors je sais pas si tu connais. Si, très bien. Enfin, très bien, non, je le connais pas personnellement, mais je vois très bien qui c'est, ouais. D'ailleurs, que j'ai eu l'occasion de rencontrer l'an dernier, il y a 1 an et demi, donc, et c'est lui qui m'a fait découvrir qu'en fait on pouvait bosser un peu partout dans le monde et bien vivre, quoi, en fait. Parce que moi j'avais peur de manquer aussi, tu vois, manquer d'argent, j'avais peur du manque. Donc pour moi, la notion argent et rémunération était très importante dans la notion de prise de risque. Parce que j'avais bien conscience que si je prenais un sac à dos et j'allais voyager dans le monde, c'était faisable. Ça, j'avais pas trop peur. J'ai des amis qui l'avaient fait, mais pour moi, c'était impossible parce que niveau sécurité financière, je me le permettais pas. Donc je voyais ces vidéos et je disais, bah mince, c'est dommage, moi je pourrais jamais le faire parce que je suis ingénieur et je vais bosser dans une usine, quoi. Donc je pourrais jamais bosser partout dans le monde. C'est dommage que je sois pas bon, que j'aime pas l'informatique. C'est ce que je me disais à l'époque, hein. Ah oui. Parce que pour moi, c'était le seul métier, en étant bon en sciences, que tu pouvais faire, tu vois, en gros. Ouais, tout à fait, ouais. Donc de là, je lis pas mal, je vois des vidéos YouTube, de là, je m'intéresse, je vois des choses sur l'immobilier. J'ai des amis d'école d'ingé qui commencent à acheter de l'immobilier. Et là, je fais, waouh, il y a un truc qu'on m'a pas dit. Les mecs, ils ont 23-24 ans, ils achètent des apparts et ma mère est locataire. J'ai loupé des trucs. Dans la vie. Et là, je commence à m'intéresser et je vois que si t'es malin et si tu fais bien les choses, c'était valable à l'époque, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui, mais tu peux te débrouiller pour ne rien avoir de sortir de ta poche, voire gagner de l'argent juste en levant de la dette et en ayant un bon immobilier. Tu gagnes de l'argent tout de suite. Alors là, c'est incroyable. Et là, mon cerveau explose, mais littéralement. Et là, je deviens fou. Donc là, je lis énormément sur le sujet, je regarde énormément de vidéos YouTube. C'était les débuts de Ian Darwin, de Christopher Van Gun, tous des influenceurs maintenant aujourd'hui sur le domaine de l'immobilier, mais qui à l'époque, tu sentais qu'ils faisaient des vidéos YouTube, donc c'était il y a 10 ans,
pour partager leur passion, partager ce qu'ils ont réussi à faire et dire, bah, les gars, regardez, ce que j'ai fait, c'est possible. Plus que pour vendre des formations en ligne. Oui, bien sûr, oui. Il n'y avait pas trop ce business de la formation, donc c'était vraiment pour apporter de la valeur. Et donc gratuitement, tu pouvais avoir beaucoup de valeur. Donc là, j'étais là et je rongeais un peu mon frein parce que je pouvais pas trop passer à l'action. Alors j'ai ouvert un PEA et j'ai investi un peu en bourse. Mais bon, la bourse, faut de l'argent pour faire de l'argent quand même. Hein, ouais, c'est clair. T'as pas cet effet de levier de la dette comme tu peux l'avoir dans l'immobilier. Et l'immobilier, bah, sans être en France, c'était pas possible. J'avais regardé un peu pour le faire en Pologne, mais bon, question politique, tout ça, je me suis dit, je maîtrise pas la langue, je maîtrise pas le droit. On sait jamais, ça peut sentir mauvais à un moment donné. Donc je me suis pas lancé. Et j'ai bien fait, je pense. Donc là, retour en France, j'ai le Saint Graal, le CDI. Premier réflexe, je veux investir dans l'immobilier. Et je n'achèterai pas ma résidence principale. Et du coup, je ne sais pas par quel biais, mais donc je rencontre une conseillère. Ah oui, elle me souhaite. C'était une amie, enfin une connaissance de longue date, et elle me souhaite la bonne année. Je lui dis que bah, du coup, dans un mois, je rentre en France et que du coup, je pense investir dans l'immobilier. Et elle me dit, bah, ça te tombe bien, moi je me suis reconverti dans le conseil en investissement, bah, si tu veux, je te parle de mon métier et voir si ça peut t'intéresser, quoi, si on peut faire un truc ensemble. Ouais. Bah, carrément. Donc là, elle me parle de son métier, je trouve ça fabuleux. Vraiment très tourné vers les autres et tout, bah, tellement que c'était trop beau. Je fais, ok, c'est cool, tu dis que tu fais ça pour les gens et t'aides les gens, mais en vrai, tu gagnes quand même de l'argent, comment ça marche, nanana, explique-moi, quoi. Donc là, elle m'explique que, bah oui, effectivement, elle gagne sa vie, mais que vraiment, elle, ce qui l'apporte, c'est montrer les bonnes pratiques aux gens, montrer qu'en fait, l'argent et l'investissement, on l'apprend pas à l'école, que cette éducation financière, elle nous vient de nos parents s'ils ont investi, et s'ils nous l'ont partagé, parce qu'il y a aussi des parents qui font des choses et qui n'en parlent pas à leurs enfants, tu vois. C'est tabou jusque-là, l'argent. Donc niveau éducation financière, on est plutôt mauvais en France, donc c'est montrer qu'il justement, il faut pas forcément de l'argent pour faire de l'argent, de manière bienveillante, et surtout d'être centré sur les projets de vie des personnes, et pas sur les produits. De sortir de ce carcan et remettre l'humain au centre. Ce que tu évoques, en fait, il y a deux choses que je trouve hyper intéressantes. La première, puisque moi j'interviens en école de commerce, je trouve que, tu vois, si on prend par exemple le podcast La Martingale de Mathieu Stéphanie, je trouve qu'il y a très peu d'éducation financière. Alors, ce que j'appelle éducation financière, pour moi, il y a deux idées majeures. Petit 1, et ça va paraître très bateau, mais comment tu remplis une feuille d'impôt. Ça, en fait, quand tu es jeune, tu sors de l'école, la première fois que ça t'arrive, tu dis au secours papa, maman, en espérant que tu aies un entourage qui puisse t'aider là-dessus. Et deuxièmement, effectivement, si tu veux construire un capital financier ou en tout cas investir, en fait, on t'a jamais expliqué ça à l'école. Donc, tu vois, il y a déjà ce premier sujet. Et puis, le second m'a échappé. J'ai un petit trou de mémoire, mais c'est pas grave, ça va revenir. Donc, oui. Pour le coup, tu emmagasines énormément d'informations, tu te renseignes. Tu passes à l'action ou pas, du coup? Est-ce que tu investis avec cette connaissance? Alors, à ce moment-là, du coup, je me rends compte qu'effectivement, il y a un marché énorme et que moi, j'aime bien ça. Et que ce qu'on manque pour passer à l'action, justement, c'est de connaissances. Et ça, on peut en trouver partout sur Internet, mais il y en a tellement qu'au final, tu ne sais pas faire le tri. Et de confiance, parce que quand on n'a pas envie d'avoir les connaissances ou de les amasser, on ne sait pas trop vers qui se tourner, puisqu'aujourd'hui, le métier de conseiller bancaire, de banquier, il a pas mal changé. C'en est les premières victimes, mais tu vois, avec la concurrence des banques en ligne, il y a de moins en moins de conseillers en agence. Donc, ils ont plus de clients, ceux qu'il y a. Et ils ont plus en plus de produits à distribuer, parce que maintenant ils font aussi des assurances, de l'antivol, et en plus, oui, ce que tu disais, c'est là où je voulais rebondir. Le deuxième point, c'est que aujourd'hui, moi, le regard que je porte sur le conseiller bancaire, c'est quelqu'un qui est là pour vendre. En fait, concrètement, t'as pas nécessairement besoin, enfin, j'exagère le trait, mais tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir fait des études en haute finance. Concrètement, si tu sais vendre, on te demande de vendre de la carte bleue, du plan épargne retraite ou autre, mais il y a quelques minutes, tu disais l'idée c'est de mettre l'humain au centre des préoccupations, et tu avais l'air un petit peu de porter un regard critique là-dessus en disant c'est un peu bateau, mais en fait je le pense pas. C'est-à-dire que pour avoir, alors c'est des métiers que je connais très mal en l'occurrence, et c'est aussi pour ça que je suis content de t'avoir, c'est que je pense que si j'ai bien compris, le conseiller
conseiller en investissement, c'est quelqu'un qui va dire « Ok, quel est votre plan ?» Sous-entendu, est-ce que, j'en sais rien, vous voulez toucher un capital retraite? Est-ce que vous voulez, j'en sais rien moi, augmenter un peu votre revenu chaque mois? Et en fonction du projet de la personne, le conseiller en investissement va aiguiller. En tout cas, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que je trouve qu'il y a une réelle valeur ajoutée par rapport à un conseiller lambda dans une agence bancaire. Exactement, t'as tout compris. C'est dire, bah ok, où t'en es aujourd'hui? Quelle est ton histoire avec l'argent? Parce que je parle vraiment d'histoire avec l'argent, parce qu'en France, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Sur la relation à l'argent, sur la relation à la réussite aussi, tu vois, qu'elle soit financière ou autre. Et où t'en es avec tout ça? Et dans ton entourage, qui a fait quoi? Quelles idées t'as? Quelles idées reçues tu as? Et on a très peur du risque. Moi j'adore refaire prendre goût au risque, mais maîtrisé, tu vois. Aujourd'hui, tu peux pas avoir de rendement sans risque. Et soit tu as des objectifs très concrets comme tu viens de l'évoquer, bah tiens, tu veux avoir une rente de X euros à la retraite dans 20 ans, ok, très bien. Ou alors tu peux avoir seulement un objectif de moyen, dire bah ok, moi j'ai 20 000 euros de côté, je peux mettre 200 euros par mois de côté, je sais pas trop quoi en faire. Et bien là on va définir ensemble quels sont les horizons sur lesquels tu peux te permettre d'investir cet argent. Premièrement, ton épargne de précaution. Obligatoire, combien tu gardes de côté que tu n'investis pas, surtout pas, ça doit être disponible du jour au lendemain, pour pallier à un accident de la vie, la voiture qui casse, le chauffe-eau, la machine à laver, t'aimes bien voyager, t'es perdu dans un pays, il faut que tu rentres vite parce qu'il y a une urgence et le billet coûte 4000 euros, est-ce que tu peux le faire? Voilà. Ça, c'est l'épargne de précaution. Après, on va regarder les projets court terme. Peut-être que dans un an ou deux, tu aimerais changer la voiture, acheter une résidence principale, faire un beau voyage. Ça, pareil, on va pas forcément beaucoup l'investir si c'est à moins de 3 ans. Et après, ok, combien tu peux te permettre de bloquer au-delà de 15 ans? Te dire, ok, sur ces 200 euros par mois, j'alloue 100 euros par mois, plus 10 000 de tes 30 000 sur le long terme. Est-ce que c'est ok avec toi? Est-ce que tu es confortable? Et le reste sur le moyen terme, où là, on va être sur un horizon, on va dire, de 8 ans environ, 8-10 ans, mais qui sera plus flexible et disponible. Donc en vrai, c'est le premier travail. Et le rôle du conseiller, à partir de ce premier travail-là et des projets de vie, alors les projets de vie, ça peut être très concret, ça peut être, moi je veux faire un tour du monde dans 5 ans, moi je veux payer des études à mes enfants pour que la seule limite, ça soit leurs compétences et pas l'aspect pécunier. Et quand on a ces projets-là, donc soit un objectif de résultat très concret, soit objectif de moyens, eh bien effectivement le rôle du conseiller, ça va être de dire, ben voilà, sur la palette de solutions que j'ai à disposition, et là c'est important que le conseiller ait une palette assez grande pour pas être biaisé dans ses recommandations. Et bien parmi ces solutions, pour toi, c'est celle-là et celle-là. Donc tu vois, on part du pourquoi. Là, c'est le comment, quelle solution serait intéressante. Et seulement après, on parle du quoi qui est le produit. Cette solution-là, ça va être tel produit. Par exemple, ta solution, c'est de lever de la dette pour acheter de l'immobilier. Et le produit, c'est quoi? C'est tel bien immobilier dans telle ville avec telle typologie. Voilà, un T2 que tu vas louer à tel type de personne. Alors ça c'est facile à dire, mais c'est des échanges. C'est dire, toi, encore une fois, quelle est ton histoire avec l'immobilier, à quel point tu veux t'engager, quelle énergie tu veux y mettre, et partant de là, derrière, ça va diriger vers... Et je reviens sur ma question. Est-ce que tu passes à l'action ou pas avec cette dame? Je suis chiant. Oui, alors moi j'étais déjà passé un peu à l'action au niveau bourse. Au niveau immobilier, je ne l'ai pas fait de cette manière parce que j'ai acheté ma résidence principale, ce que je ne voulais pas faire à la base, mais j'ai pu bénéficier des prix maîtrisés. Donc sous conditions de ressources, tu pouvais acheter un bien immobilier neuf à un prix plafond au mètre carré défini par la ville et avec un prêt à taux zéro. Donc c'était plutôt une belle opportunité puisque j'avais moins de mensualité que si j'avais été locataire d'un même bien, tu vois. Ça, je connaissais pas ce dispositif, donc je suis passé à l'action dans ce sens-là. Niveau immobilier locatif, j'ai mis un peu plus de temps. Et après, j'ai, dès la première année aussi, mis en place des investissements d'optimisation fiscale. Donc grâce à elle, et grâce à moi aussi, puisque je me suis très vite habilité dans le domaine, j'y reviendrai. Okay. Je suis passé à l'action directement. Donc on en est à la période où tu t'ennuyais, tu te renseignes un peu sur la logique d'investissement. Tu disais tout à l'heure, j'ai changé au bout d'un an. Qu'est-ce que tu fais au bout de cette année? Tu repars en CDI ou... Ouais. Alors déjà, donc pendant cette année-là, je découvre ce métier-là au début de mon activité salariée nouvelle, que je savais pas encore qu'elle allait pas être si épanouissante que ça. On discute un peu avec cette conseillère, elle m'explique un peu par quoi elle est passée et comment elle s'est formée. Et en fait, il se trouve que il était possible d'obtenir des habilitations en faisant des formations en ligne, plus une journée de présentiel de test en fait, tu vois. Et
Chance, ce présentiel était à Toulouse. Donc la barrière à l'entrée était faible, très fine. Oui. Tu vois, je payais 150 € pour m'habiliter. Derrière, j'avais une habilitation. Et moi, je me dis, égoïstement, c'est sympa. Parce que moi, je me forme. Donc, je serai encore meilleur pour mes investissements perso. En plus de ça, je vois qu'autour de moi, j'ai des amis qui sont pas du tout passionnés par le domaine, contrairement à moi, qui commencent à avoir des mêmes problématiques que moi, d'épargne excédentaire, d'impôts, que je pourrais aider à leur proposer des bonnes solutions. Et si en plus, je suis rémunéré pour ça, et que je l'investis, ça fait mon effet boule de neige que je veux pour être libre le plus vite possible. Oui. En fait, ce que j'ai toujours poursuivi, c'était la liberté. J'en suis rendu compte récemment, mais déjà à l'époque, c'était ça. Tu vois ? Ok. Donc là, je me forme en fait en parallèle pendant cette année. Donc je passe mes habilitations pour pouvoir être conseiller dans certaines solutions. Alors il faut savoir que dans notre métier, le statut le plus haut qu'on peut avoir, c'est conseiller en investissement financier, donc CIF, où tu dois passer une habilitation aussi et une validation auprès de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Ouais. Mais à la base, tu peux avoir des choses un peu plus light qui te permettent de faire certaines solutions, de l'assurance vie, de l'immobilier en tant que mandataire, des choses comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé. Ok. Et en parallèle, du coup, je me pose la question parce que je commence, vu que je suis passionné par ce métier-là et depuis le début, j'adorais partager ce que j'ai appris en termes d'éducation financière, j'en parle à beaucoup de gens. Je parle à beaucoup de gens de ce métier, enfin en tout cas de l'investissement. Ouais. Voilà. Je fais un rendez-vous d'une demi-heure en visio la plupart du temps parce que mon réseau est éclaté, à dire voilà, écoute, je me lance dans ça, voilà ce que c'est ce métier, voilà comment je le pratique, il n'y a pas d'honoraire, donc pour toi c'est offert. Je suis payé par rétrocommission et j'arrive à rester indépendant parce qu'en fait mon choix de solution est assez large pour pas que je sois biaisé de t'amener vers A ou vers B parce que je serai potentiellement plus rémunéré. Oui, je comprends. Et de toute façon, je vois long terme, donc c'est que du bouche à oreille, donc j'aurais tort d'aller te vendre un truc qui correspond pas. Et en fait, ça a pas mal pris, donc je commence déjà à avoir pas mal de rendez-vous. Et là, je me dis, du coup, je m'ennuie dans mon travail, ça me plaît bien ça, qu'est-ce que je fais ? On en revient à la sécurité financière, impossible pour moi à ce moment-là de quitter le travail et d'aller à plein temps dans cette activité puisqu'elle n'était pas encore assez rémunératrice. La première année, j'ai dû faire 8 000 € de chiffre d'affaires, c'est bien, mais c'est pas avec ça qu'on vit, encore moins à deux, tu vois. Bien sûr. Alors, j'avais pas compris qu'avec le chômage pendant 2 ans, nanana, peut-être que ça l'aurait fait, mais bref, j'avais encore beaucoup de peur. Donc là, je décide de trouver un autre travail et je voulais pas faire trop d'efforts non plus parce que, pareil, engagement, tout ça, partir à même pas 1 an, je le vivais mal. Donc j'ai pas voulu refaire mon CV, repostuler partout. Je sais pas te dire comment, mais sur LinkedIn je vois une offre qui m'intéresse, mais où le poste est quand même assez haut. Alors par rapport à ce que j'avais fait en Pologne ça allait, mais par rapport à ce que je faisais en France, c'était une marche supérieure et j'avais quand même pas mal perdu confiance en moi. Parce que quand tu fais un poste où t'es très limité, où on te met dans une case et tu as perdu t'as plus confiance dans tes capacités, où avant tu vois je gérais plein de trucs en même temps, ma journée était très chargée et ça marchait bien. Là je savais... Je me rendais plus compte que j'étais capable de faire ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, complètement, oui, complètement. Ouais. En fait, il y a même peut-être que tu passes par des phases en te disant, en Pologne, en fait, ça a cartonné, mais en même temps, peut-être que j'ai eu du bol et que mon réel niveau, c'est ce que je fais actuellement, et donc du coup, période de doute. Ouais, très, exactement, période de doute. Et même si côté conseiller d'investissement, ça commençait à marcher, le fait, comme tu le dis, d'aller avec un fardeau tous les jours au travail. Me mettait pas dans un bon état d'esprit, clairement. Et faisant un peu de développement personnel à côté, en tout cas lisant beaucoup de livres, je me rends compte que c'est pas un bon schéma. Et que même si c'est sympa parce que j'ai du temps et que je peux faire mes formations entre midi et 2 ou le soir après 17h parce que clairement j'ai plus rien à faire mais je reste pour que personne me dise rien à faire du présentéisme en bon français. Bref. Mais du coup, je vois que c'est pas le bon état d'esprit, qu'il faut que je change. Donc là, je suis pas prêt à passer à plein temps, donc je décide d'aller vers une nouvelle aventure professionnelle et donc je clique sur le bouton postuler sur LinkedIn. La RH, elle voit mon profil LinkedIn, j'avais même pas à refaire mon CV, et là elle m'appelle. Incroyable, j'aurais jamais pensé que le poste pourrait convenir. Je suis reçu à l'entretien et là je ponce le profil de la personne qui recrute. J'arrive à trouver qui c'est, je vois son parcours. Et là, waouh, c'était sacré parcours, parce que donc, cette personne-là, elle a fait l'ENSAM, donc les arts et métiers, qui est une bonne école d'ingénieur. Ouais. Puis un master spécialisé en achat, je crois que c'était à HEC d'ailleurs. Et en plus de ça, un petit cursus à Stanford, histoire de... Ah oui, la vache. Et un parcours international, puisqu'il avait vécu dans divers pays, notamment un long moment aux Pays-Bas.
Donc je fais OK, je vois des points d'accroche, on a vécu à l'étranger, il vient de revenir il y a pas longtemps, je pense qu'il doit être un peu dégoûté comme tout le monde qui revient au départ, même si t'es content, il y a une part Ouais, bien sûr. qui te dit que les Français, on a un pays merveilleux et personne s'en rend compte et c'est très triste d'entendre tout le monde se plaindre. Donc ça, je pense que n'importe qui a vécu à l'étranger, là, quand il revient. Donc je vais appuyer là-dessus et je vais appuyer sur le côté NSAM, école d'ingénieur, tradition, un peu comme la mienne, et ça passe ou ça casse. Donc je fais l'entretien et là, franchement, je déchire tout. Je sais que je réussis, je sors de là, j'envoie un SMS à mon épouse en disant j'ai tout déchiré. Je savais que je pouvais pas faire mieux. Donc partant de là, je m'en moquais du résultat, tu vois. Et il se trouve que dès le lendemain, il m'appelle pour me dire que je suis reçu, quoi. Incroyable. J'y croyais pas et du coup, bah, je vais là-bas. Et là, je retombe dans le même cursus qu'avant. Donc j'ai un poste à responsabilité, je m'implique sauf qu'à côté, j'avais des rendez-vous, tu vois, à partir de 19h le soir. Donc je veillais vraiment à rentrer chez moi et être chez moi à partir de 19h parce que j'avais compris qu'en fait, le soir, je pouvais gagner de l'argent pour moi, au-delà de faire un métier qui me plaît et de contribuer un peu sur l'aspect éducation financière, tu vois. J'avais ça, mais en plus de ça, j'avais des revenus complémentaires, ce que je n'avais pas si je restais à faire du présentéisme bien sûr. dans mon travail salarié. Et j'étais responsable achat de 3 pays et j'avais une homologue sur 3 autres pays qui, elle, arrivait à 8h, 8h30, mangeait devant son ordinateur et partait jamais avant 19h30, 20h. Et moi, j'arrivais à 9h, je prenais ma pause déjeuner le midi parce que c'est sacré, et je partais à 18h30 maxi, tu vois. Ouais. Et je fais, bon, bah, de toute façon, écoute, j'avais cette activité entrepreneuriale où je me dis, bah, au pire, il me vire, j'ai ça, je suis pas prêt, mais je gérerai, on verra. Et au pire, s'il me vire, j'aurai le chômage, donc on verra. Mais je fais ce que j'ai à faire, du mieux que je peux, avec les outils que j'ai. Et toujours, donc, pour le coup, toujours dans l'industrie, proche de ce que tu faisais chez Alstom, si j'ai bien compris. Alors là, on était dans une autre industrie qui était l'extraction et la transformation de minéraux. Et donc, du coup, dans les domaines d'achat, c'était vraiment très, très varié. C'était gérer tous les achats du site, de la coordination des sacs papier qui ressemblent à ceux du ciment, en passant par des machines, des bulldozers, tu vois. Ah oui, d'accord. Alors, j'étais pas responsable de tout, tu vois. Pour certaines catégories, tu avais des managers achats de cette catégorie-là en centrale. Mais c'était coordonner tout ça en fait sur le terrain. Ok. Voilà. Donc un peu différent. Et en parallèle, voilà, je continue mon activité petit à petit. Et là, ça commence à vraiment bien décoller. Donc on est en mai 2018, je pense. Et très dur à gérer parce que j'ai une période où je travaille tout le temps. Tout le temps, parce que du coup, le soir, de 19h à 21h, 22h, je travaille sur mon activité entrepreneuriale, quoi. Ouais, et puis j'imagine que tu as de l'administratif en plus dans ce genre de métier, j'imagine. En plus derrière, exactement, ouais. Donc là, mon épouse a été très très patiente pendant ces années-là, et au bout de 2 ans, je dis à mon boss, bah écoute, voilà, il se trouve que j'ai une activité à côté, ça marche plutôt bien, pas assez pour en vivre et j'ai beaucoup de doutes, mais j'aimerais partir pour pouvoir faire ça, et qu'on fasse une rupture conventionnelle. Ça, je le fais court, mais ça m'a pris... c'était très dur, hein. J'ai pas dormi pendant 3 jours. Enfin, horrible. Et je me souviens qu'en plus, cette phase de doute, c'était en plein quand il y avait la journée d'intégration avec le PDG de la boîte à Paris et tout, bref. Enfin, j'étais pas dedans. C'était... Là, moralement, mentalement, t'es tiraillé, quoi. Tu sais pas où t'es, tu sais pas quoi faire. Bref, j'ai le courage d'aller dans le bureau, sachant qu'avant, 2 fois, je passe, je vois que la porte est ouverte, je regarde, je vais pour rentrer, mais je continue, je vais me chercher un café, parce que j'ai pas le courage, tu vois. Ouais. Ouais. Jusqu'au moment où je dis allez j'y vais. Et là j'y vais, je lui dis. Et c'est quelqu'un que j'adore, hein, Damien, extrêmement bienveillant. Il me dit bah écoute Alexis, je comprends. Déjà bah bravo parce que ça doit pas être facile à gérer. Et parce que moi bah en fait j'ai pas vu que t'avais quelque chose à côté parce que tu fais très bien ton travail. On est très content de toi. Donc ça veut dire que t'arrives à gérer les deux. Je comprends que ça soit lourd et que du coup bah effectivement tu veuilles mettre le pas sur un des deux. Mais tu fais du bon travail, on a besoin de toi, il y a des choses qui vont évoluer chez nous, la situation elle est pas blanche ou noire, elle peut être grise, tu peux continuer, moi je peux être conciliant sur certains points. Waouh, je m'attendais pas à ça. Ouais, c'est énorme. Je m'attendais pas à ça du tout. Et conciliant, du coup, ça veut dire quoi concrètement ? Bah concrètement, je pense que ça veut dire que tant que je fais mon travail, tout le reste je gère. Ah ouais. Et du coup, de là, il me dit, bah il y a une réorganisation en cours, il peut y avoir des belles opportunités, on verra. Et donc j'attends et on discute. Donc c'était un peu Koh-Lanta parce que c'était une réorganisation. Donc il y a des gens qui partent, des gens qui arrivent, nanana.
Et moi, le seul poste que je visais qui m'intéressait, c'était d'être responsable achat de toute l'Europe du Sud pour la nouvelle organisation. Donc c'était gérer 35 sites industriels, une dizaine de personnes, dans des pays sympas où on mange bien, ça me plaît beaucoup. Espagne, Italie, Grèce, voilà, il y avait aussi le Bahreïn et la Turquie. Bref, donc sympa. Et bref, long story short, au bout de 4 mois, j'ai ce poste-là, alors que j'ai même pas 30 ans, et que mes homologues sur les autres régions, elles ont la cinquantaine, et elles ont plutôt été rétrogradées. Oh la vache. Ouais. Donc j'ai exactement ce que je veux. 2 années de suite, je prends une augmentation de salaire conséquente, donc je me retrouve dans une position où j'ai 30 ans, j'ai un très bon salaire, j'ai une activité entrepreneuriale à côté qui me plaît et qui me passionne, mais je me retrouve un peu bloqué parce que cette activité salariée me plaît quand même et il y a tout à construire. Il y a une équipe à construire, une unité à créer, beaucoup de déplacements pour aller créer du lien, enfin tu vois. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Et en plus, balance oblige, peut-être que certains jours, t'hésites entre les deux. Ah ouais, tout le temps. Il y a des jours où je me dis, mais pourquoi je reste salarié? D'autres jours où je me dis, non, mais en fait, c'est trop. Pourquoi je fais pas carrière et voilà. Enfin, c'est fou comme dans son esprit, on peut très vite s'éloigner du vrai objectif. Parce que le vrai objectif pour moi personnel, hein, c'est la liberté, c'est d'avoir un emploi au service de ma vie, pas l'inverse. Tu vois. Ouais, complètement. Je pense qu'on vit pas pour travailler. Enfin, voilà, moi je vis pour vivre et le travail doit servir à ma vie. Et ça veut dire financièrement, mais ça veut aussi et surtout dire en termes d'épanouissement. Je veux apprendre, je veux progresser, je veux être utile. Tu vois. Et dans mon travail salarié, j'étais pas très utile, en fait, pour notre monde. Tu vois. Aller faire gagner de l'argent à une multinationale, c'est pas très utile. Enfin, à mon sens, en tout cas. Oui. Et en vrai, le travail, l'intérêt du travail, il y a quand même la moitié du temps. Bon, c'est de la masturbation intellectuelle, quoi. Il faut rester poli parce que ok, tu fais des Excel, tu fais du reporting, tu fais des trucs, mais c'est valider des chiffres sur des chiffres de machin entre la finance et les achats et les sites. Enfin, c'est de la politique. Il y avait une quantité de travail que je devais faire qui n'était pas productive et qui servait à rien, tu vois. En pragmatique que je suis, je me dis, mais c'est quoi tout ça? C'est du flan, tu vois. Ouais. Et surtout que si tu rajoutes à ça, j'imagine que tu avais des réunions. Oui. Et en fait, tu vois, je me dis, ce qui est fou, il y a peu de gens qui font cette étude, mais je me dis, je serais bien curieux de connaître combien coûte la réunion en France. Ça a été fait, ça. Ça a été fait, hein. Il y a eu des choses comme ça. Il y a des boîtes dans lesquelles ils le font. Mais clairement, la réunionnite française, c'est un fléau. Bref, donc du coup, de là, Covid arrive. Je fais du bon travail, j'ai les meilleurs résultats parmi les 4 régions. Cependant, même si je suis très bien payé, je suis le moins bien payé de mes homologues. Tu vois, elles avaient 2 fois plus que moi. Ouais. À l'époque, je gagnais 50 000 euros bruts par an. Mais elles étaient, peut-être pas 2 fois, mais entre 70 et 100 000 facile. Mais c'est normal, tu comprends, elles avaient plus d'expérience, elles étaient plus vieilles. Ouais, bien sûr. Mais moi, je comprenais pas, parce que moi, je rapportais plus d'argent à l'entreprise. En fait, non, c'est pas parce que je suis plus jeune que je dois être moins bien payé. Donc, c'était pas la course après avoir le plus, hein. C'était juste la course à dire, je veux être rémunéré par rapport à ce que je vaux et ce que je donne. Ouais, une forme de justice, en fait, ce qui paraît logique. Et du coup, je voyais qu'il y avait un plafond, clairement, un plafond, et je me suis dit, bon, là, je suis là pendant combien de temps? Ça va durer, 5, 6 ans, 8 ans, parce que le poste d'au-dessus, c'est responsable des achats tout court, et du coup, ça va être dans un petit moment, parce que là, pour le coup, effectivement, je peux pas être trop jeune. Alors, il se trouve que le CPO, donc le Chief Purchasing Officer, le responsable d'achat de la boîte, avait 38 ans, je crois, donc il était très jeune. Et il était très très inspirant. Dans cette entreprise-là aussi, encore une fois, tu vois, l'histoire d'humain, j'avais du mal à quitter ces gens-là parce qu'ils m'inspiraient et j'apprenais. Covid arrive, très compliqué pour les achats, les approvisionnements sont gelés, on est encore dans cette phase de restructuration. Donc on tape sur les coûts, on tape sur les délais de paiement, on tape sur les petits fournisseurs, on veut réduire le nombre de panels fournisseurs. Et dans ce métier-là, on travaille sur des mines et des usines qui sont dans des endroits isolés où tu dois travailler avec des fournisseurs régionaux qui sont complètement dépendants de toi. Ouais. Et les personnes de mon équipe, elles travaillaient toutes depuis très longtemps dans l'entreprise. Hein. Tu vois, en Grèce, c'était des personnes qui avaient 45-50 ans, qui ont fait toute leur carrière dans cette entreprise-là. Et les fournisseurs, c'était leurs amis aussi, tu vois. Donc très compliqué de gérer tout ça, très compliqué de gérer la situation. Et un jour, il y a un des Grecs qui pouvait pas faire Pâques avec sa famille, c'était très important pour eux, qui pleure parce que il y avait beaucoup de pression, il peut pas faire la Pâques. T'as une personne de plus de 50 ans qui pleure au téléphone avec toi, qui est dans ta chambre à travailler parce que t'es en télétravail. C'est dur, tu vois. Et en plus de ça, t'es le middle management où on tape au-dessus pour descendre des objectifs
à tes équipes que tu ne partages pas, mais que tu dois faire quand même. Ouais, bien sûr. Donc là, moralement, c'était compliqué. J'étais très stressé. Mon épouse s'en rend compte et me dit, mais Alexis, ça peut plus durer en fait. Faut que tu fasses un choix là. Je vois que t'es pas bien, ça va pas. Tu cries sur les gens. Ouais, elle me dit que ça, tu cries sur les gens, ça va pas. Et effectivement, ouais, je me rendais compte que j'étais un peu plus tendu. Et le fait d'être en télétravail, je pouvais organiser ma journée comme je voulais. Donc je faisais des rendez-vous clients la journée, un peu de travail salarié, et le soir après 22h, bah, si j'avais du travail salarié qui restait, bah, je le faisais aussi, tu vois, mais j'avais organisé ma journée complètement comme je voulais, et mes clients étaient beaucoup plus disponibles parce que bah, ils étaient en télétravail aussi, tu vois. Ouais. Donc les hauts profits, on va dire, entre guillemets, clients en gestion de patrimoine étaient beaucoup plus dispo. Et moi j'avais été malin, c'est que j'avais réussi à faire embaucher 2 VIE, donc des volontaires internationaux d'entreprise qui coûtent pas cher et qui sont pas dans les headcounts, donc pas en plus un dans les équipes, tu vois, Ouais. pour m'épauler. Ce qui fait que j'ai réussi à limiter fortement mon temps de travail salarié. T'as sous-traité, quoi, clairement. Voilà. Et en plus, j'ai donné la chance à des jeunes qui étaient très contents d'avoir des jobs hyper intéressants, tu vois. Bah oui, évidemment. Donc c'était gagnant-gagnant sur tous les volets. Donc là, j'étais plutôt malin, ça m'a libéré du temps pour arriver à développer l'activité d'investissement. Et du coup, bah, en mars, avril, je dis à mon N+2, N+1, la RH, tout le monde, cette fois c'est bon, je m'en vais. Voilà, j'ai cette activité et tout. Donc la RH comprend complètement, on était assez proches parce qu'on avait fait des recrutements, c'était bien passé. Mon ancien boss, du coup, à qui je l'avais dit un an avant, bah, comprend aussi, il me dit, bah écoute, je vais pas te la refaire 2 fois. Je comprends, et bah, c'est dommage, mais vas-y. Et mon N+2, bah, du coup, le directeur des achats de la boîte, qui lui bah, essaye de me retourner le cerveau, mais c'est normal, hein, c'était dans son rôle, quoi. Oui, bien sûr. De me faire voir tout ce que j'allais louper, la carrière que je pouvais avoir, à quel point il se voyait en moi, et il avait raison en tout, et je lui reproche rien parce que, bah voilà, c'était très pertinent tout ce qu'il m'a dit, mais à ce moment-là, rien ne pouvait me faire reculer. Rien ne pouvait me faire reculer à ce moment-là. J'avais pris ma décision et je m'y suis tenu. Je me suis dit non, là il faut que je fasse un choix pour ma vie. Ça fait 2 fois que je retourne dans l'engrenage où au niveau perso c'est pas bien. Donc j'y vais. Et de là, eh bien, on s'arrange et je reste 8 mois de plus. Ah, d'accord. Bah c'était le deal quoi. Ouais. Mais en même temps, à la fin, t'obtiens ta rupture conventionnelle, j'imagine. Peut-être. Ok. Et comment donc c'est à ce moment-là que tu lances Alcania ou pas du tout? Oui, alors bah, j'avais déjà commencé en août 2017, petit à petit, tu vois. À ce moment-là, quand je quitte l'entreprise, je pense que j'ai à peu près 60 clients en investissement. Déjà. Donc c'est déjà pas mal de travail, ouais. Et bah, aujourd'hui, je dois en avoir 150 peut-être. Et là, c'est l'année où ça décolle, vraiment. L'année où ça décolle, où je fais une collecte d'1,9 million d'investissement, ce qui est plutôt bien, tout seul, on va dire. Et là, ouais, vraiment, dès cette année-là, j'arrive à pouvoir vivre de cette activité. Et en fait, je pars en décembre, et il se trouve qu'en janvier, on part vivre 4 mois en Martinique avec mon épouse. Alors là, c'est le direct live. Il y a mon chien, comme à chaque fois que je fais du podcast, tu vois, il y a mon chien qui va aboyer parce qu'il y a un livreur de colis. Ah oui. Ok. Et Alcania, ça veut dire quoi? Alors, très bonne question. Alors en fait, Alcania, c'est Alexis Castro, le ALCA, tu vois. Ah. Et le NIA, j'ai trouvé le nom lors de mes nuits blanches quand j'étais à Paris avant de voir le PDG où je pensais partir la première fois, tu vois. Ouais. Et le NIA, ça m'est venu un peu comme ça naturellement et il peut y avoir plein de significations différentes, donc on va pas détailler. Mais voilà, ok. Et comment alors je regardais un peu ton profil. En fait, tu mets investissement, formation, patrimoine. Ouais. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors, conseil, parce que globalement, tu vois, au-delà de la gestion de patrimoine, enfin, moi j'aime cet aspect conseil, c'est ce que je mets en valeur le plus dans mon métier, c'est ce qui m'importe le plus. Avant les investissements, c'est le conseil, tu vois. Bien conseiller les gens. Et ça peut être dans le domaine de la gestion de patrimoine, mais pourquoi pas ailleurs, parce que j'ai quand même un passé d'ingénieur, de chef de projet, de tout ça, et donc je me dis que je peux aussi potentiellement contribuer à d'autres projets. Tu vois, ça va d'ailleurs être le cas l'an prochain, où je m'associe à une autre société dans un autre domaine qui n'a rien à voir, parce que j'ai cette vision d'essayer ce qui m'anime, c'est essayer d'aller le plus loin possible dans mon développement personnel, tu vois, d'être la meilleure version, entre guillemets, si tu veux.
et de contribuer un max. Voilà. L'aspect investissement, bah, tu as compris pourquoi. Oui. Et l'aspect formation, c'est que moi j'adore cet aspect pédagogique et de former les gens. Donc j'avais pour idée notamment, bah, un peu comme toi, d'enseigner, mais il se trouve que ça prend quand même beaucoup de temps. Et j'ai aussi un volet dans mon métier où je peux former des consultants et les accompagner en rendez-vous, leur apprendre le métier d'entrepreneur et être rémunéré sur leur première vente. Et comme ça, bah, c'est comme ça que j'ai démarré et ça me permet moi d'avoir les deux aspects qui m'animent. L'aspect continuer dans l'humain à faire grandir des personnes dans l'entrepreneuriat et dans ce métier de conseil, à avoir les codes, à bien faire une étude patrimoniale, à comment trouver des rendez-vous sans prospecter. Enfin, tu as tous ces volets-là et comment développer leur activité, comment structurer leur activité. Mais aussi l'activité de conseil qui est la principale quand même que je fais au quotidien. Ok. Et alors, deux questions sur l'activité formation. Puisque tu es adepte des certifications, ça veut dire que, je sais pas, tu as réfléchi à te faire certifier Calliope ou pas du tout? Non, pas du tout, parce que en fait, c'est pas l'aspect formation habilitante, elle est gérée par un organisme qui, lui, est certifié Calliope. D'accord, ok, voilà. Ouais, j'ai compris. Moi, je fais que l'accompagnement terrain, et du coup, je suis rémunéré parce que la plupart du temps, c'est moi qui fais les rendez-vous au début. Okay. Après, petit à petit, j'apprends les codes, et au fur et à mesure, en fait, c'est un peu comme un chef d'équipe, notamment dans la prestation de services en ingénierie. Je sais pas si tu sais, mais quand tu es ingénieur, du coup, tu es placé dans des boîtes, et tu as un business manager qui va trouver les contrats. Oui. Voilà. Et lui, en gros, il va récupérer un pourcentage des missions dans lesquelles tu places les gens. Moi, c'est un peu pareil avec les gens que je forme. Donc, j'ai un pourcentage de ce qu'ils vont réussir à faire. Parce que derrière, l'idée, c'est aussi de mettre en place tous les outils et tout le suivi qui va leur permettre à eux de développer leur portefeuille. Et plus ils gagnent, plus ils gagnent eux d'abord. Et plus moi, je gagne aussi. Mais toujours moins qu'eux, puisque c'est eux qui font. Ouais, surtout que c'est vrai que pour les gens qui nous écoutent, c'est peut-être un peu, ça peut paraître bizarre, mais je pense que dans ton activité, il y a une part de récurrent. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, alors je dis n'importe quoi parce que encore une fois, moi je suis pas spécialisé, mais si tu vends tel type de produit, chaque année tu vas toucher une rente entre guillemets dès lors où la personne continue à contractualiser sur ce produit. Oui. C'est pas valable pour tous les produits, bien sûr, mais du coup, dans mon métier, il y a plusieurs récurrences. Et c'est ça qui est aussi intéressant et qui dirige vers la liberté si tu fais bien ton travail. Premièrement, sur l'aspect placement financier. La bonne pratique, ça va être de faire un versement initial, certes, mais aussi de faire des versements programmés pour faire du DCA, comme on dit, un dollar cost averaging, où tu vas acheter à plusieurs moments de l'année. Globalement, tous les mois, c'est le plus simple, pour te positionner partout et pas essayer de timer le marché, pas essayer d'acheter au plus bas, vendre au plus haut, ça ne marche pas sur le long terme. Donc j'achète tous les mois, ce qui fait que si ça baisse, j'achète de moins en moins cher pendant que c'est les soldes, et le moment où ça remontera, puisque tout est histoire de cycle, et bien du coup j'aurai acheté plus de parts pour un même prix, qui vaudront plus cher, donc je suis plus riche. Donc j'achète tous les mois. Donc quand moi je mets en place ça, et que les personnes elles ont encore en confiance dans mes conseils et dans ce dans quoi je les fais investir, elles investissent tous les mois, et donc sur cette portion qu'elles investissent tous les mois, j'ai une rémunération. Ok. Il y a ça, il y a l'aspect que chaque fin d'année, on fait le bilan de tous les investissements que je gère, que j'ai en encours, on va dire, et là-dessus, j'ai une proportion de cet encours-là. Ok. Donc j'ai ces deux choses qui effectivement me rapportent de l'argent tous les mois sans avoir d'action directe, mais qui a été une action au départ de conseils, de recommandations et surtout de suivi. Parce que c'est ça le truc. C'est que en suivant mes clients de la bonne manière, ils savent ce qu'ils font, ils savent que c'est toujours pertinent pour eux, si ça ne l'est pas on change, et du coup moi ça continue, mais le temps de travail est décorrélé du gain. Ok, et là je te fais une question façon grande distrie. Monsieur Castro, pourquoi je dois travailler avec vous? Pourquoi je dois vous confier mon argent? Alors déjà avant de me confier mon argent, vous devez voir si ça peut correspondre, mais déjà étudier votre situation, mettre à plat les finances. Alors pourquoi avec moi? Parce que moi, mes valeurs, ça va être la bienveillance et l'éthique avant tout. Donc, partant de là, il n'y a pas d'aspect pécunier au départ à donner. Donc, on se voit, on discute et on voit si ça peut le faire. Et ça peut le faire, effectivement, vous allez me confier votre argent. Et moi, ce que je m'engage à faire, c'est de mettre tous les moyens disponibles pour que ça travaille au mieux. Voilà. Et ça, on le verra ensemble, en fonction de vos projets. Oui, voilà, c'est ça. Oui, non, mais c'est super important parce que peut-être que les gens se disent, tiens, il est en train d'interviewer un banquier, et pas du tout.
En fait, il y a vraiment une grosse différence puisque toi, tu représentes une multitude de produits qui correspondent à différents, on va dire, plans de carrière ou plans d'investissement. Ça dépend des objectifs, en fait, des gens qui sont en face de toi, comme on l'évoquait tout à l'heure, entre j'ai besoin d'une rente à la retraite ou enfin, voilà. Ouais. Et puis, autre inégalité énorme, c'est que certains produits, enfin, la plupart des produits que je propose, les gens ne savaient pas que ça existait. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc les gens, tu vois, ils ont leur idée, ils font ci, ils font ça, ils voient ce qu'ils voient à la télé, ce qu'on leur pousse en pub, mais c'est pas toujours le plus intéressant, où il y a d'autres produits dans lesquels ils ont aucune idée de ce que c'est. Donc en fait, moi aussi, là où je trouve que je combats un peu l'inégalité dans ce domaine, c'est mettre à disposition dans tout un chacun des solutions qui sont d'habitude trustées par des institutionnels, tu vois, et qui sont très intéressantes. Et voilà, l'idée c'est ça. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé. En fait, tu es le créateur du podcast Chasseur de rêves. Ouais. Pourquoi le podcast, sous-entendu? Dans quel but et pour quelle raison le podcast est-ce que ça t'aide dans ton métier? Pas du tout. Vas-y, dis-moi. Alors déjà, il y a un autre aspect de récurrence dont on n'a pas parlé aussi du métier. Je sais pas si tu veux qu'on revienne dessus, mais c'est l'aspect de développement d'équipe, du coup, développement de conseillers. Où là, du coup, moi, effectivement, si j'arrive à monter un conseiller qui réussit bien dans ce métier, j'aurai une part de récurrence sur ses ventes, tu vois. Alors j'ai un rôle à jouer, pareil, c'est jamais passif complètement, parce que je l'aide à se développer à toutes les étapes que moi j'ai traversées avant, mais c'est quand même un récurrent où, encore une fois, la quantité de travail est décorrélée du revenu. Ok. Et t'as combien de conseillers aujourd'hui que tu as accompagnés? Là, une vingtaine. Ah oui, d'accord. Ok. Et donc, pour en revenir au podcast? Alors le podcast, très bonne question. Comme toi, je suis un grand amateur de podcast, notamment Mathieu Stéphanie. Et j'en écoutais beaucoup. Et j'ai rencontré Mathieu et on a discuté un peu et ça m'a beaucoup inspiré. Et puis je me suis rendu compte que depuis que j'étais indépendant et que j'avais du temps, et comme tu l'as compris, j'aime bien déjeuner. Donc je déjeune avec beaucoup de gens. Et une rencontre en faisant une autre, je rencontre des gens inspirants qui ont des parcours classiques, atteignables et pas des multimillionnaires, multi-entrepreneurs comme peut recevoir Mathieu Stéphanie, mais ce qui est très bien aussi. Mais chacun dans son quotidien a quelque chose à apporter. Bien sûr. Et donc à force de ces rencontres et à force d'écouter du podcast, je me dis mince, comment je pourrais mettre ces histoires-là, ces parcours-là, aux oreilles de tout le monde et notamment de mes proches qui ont une certaine idée de la vie, une certaine idée de ce qui est possible, pas possible, qui ont une taille d'aquarium qui est ce qu'elle est aujourd'hui, et je pense que l'aquarium peut être plus grand, ou qu'ils peuvent changer d'aquarium, mais tu sais, quand on est très proche de quelqu'un, les messages ne sont pas reçus de la même manière, et donc je me suis dit, tiens, peut-être que par le podcast, ils auront des messages indirects d'autres personnes qui seront pas moi, et qui vont se rendre compte que c'est possible de s'approcher de leurs rêves, que ça soit un projet entrepreneurial, que ça soit faire le tour de l'Atlantique en bateau comme un ami à moi ou peu importe en fait, mais juste de faire un pas et l'idée c'était premièrement mettre en lumière ces parcours là ordinaires mais qui peuvent sembler extraordinaires pour d'autres, que ceux qui l'écoutent ça les amène à faire un pas, parce qu'en fait ce que je me rends compte, j'en avais une petite idée avant mais surtout grâce au podcast, c'est que c'est vraiment ce premier pas qui va donner des choses derrière dont on n'a aucune idée. Bien sûr. Aucune idée des rencontres qu'on va faire, voilà. Mais il faut faire ce premier pas et il ne faut pas voir le mur déjà construit. C'est, comme dirait Will Smith, son père qui disait ça, de mettre brique après brique, mais la brique, chacune que tu mets, tu la mets le mieux que tu peux. Tu te concentres sur poser cette brique du mieux que tu peux. Tu vois. Mais tu te concentres sur cette brique, pas le mur fini. Et beaucoup trop de gens voient le mur fini, alors que l'aventure est intéressante. On dit toujours ça, ce qui est important, c'est pas l'arrivée, c'est le chemin. Ça paraît bateau aussi, mais c'est vrai. Donc voilà, ça. Et le troisième point, alors personnellement, qu'est-ce que j'en retire? Égoïstement, ça me permet de rencontrer des gens qui ont des parcours hyper intéressants comme toi et comme d'autres. Et du coup, il y a des effets indirects où effectivement, ça ouvre encore plus mon réseau. Je ne l'ai pas fait pour ça à la base, mais du coup, c'est vrai que c'est un effet collatéral plutôt intéressant. Ouais, je te confirme. Effectivement, moi, je l'avais complètement occulté au départ. Et le fait de rencontrer des gens qui potentiellement te recommandent d'autres gens, c'est assez étonnant. Et tiens, petite question, comment tu fais pour trouver des clients pour ton entreprise? Bien, c'est uniquement par bouche-oreille. Moi, je n'ai jamais fait de démarchage et je ne compte pas en faire. Je ne fais pas de publicité non plus. Je ne suis pas présent sur les réseaux sociaux, LinkedIn ou très très peu. C'est juste de la visibilité positive. Ça ne va pas être de l'acquisition.
Donc au départ, comme je te l'ai dit, j'ai parlé de ce métier à tout le monde en fait, parce que je trouvais ça fabuleux. J'avais découvert quelque chose que je voulais montrer, et des schémas d'éducation financière très simples, tu vois, les intérêts composés, l'effet de levier du crédit, je montrais des schémas en fait. Et partant de là, certains sont devenus clients, d'autres non, et à la rigueur c'était même pas le but, mais il y en a qui m'ont dit bah tiens, ça tombe bien, je connais quelqu'un qui a touché un héritage, qui sait pas quoi faire, ou qui paye trop d'impôts, et de fil en aiguille, c'était les collègues, les parents, et quand tu fais bien ton travail, que tu es à l'écoute des gens, que tes solutions fonctionnent, parce que c'est quand même important, et que le suivi est là, que tu es là pour les aider à déclarer les impôts, tout ça, et qu'eux ne payent rien. Alors certes, rien n'est gratuit, derrière, moi je suis payé par rétrocession de commission, c'est-à-dire qu'une partie de la marge du prestataire vers qui j'envoie mon client me donne une partie de sa rémunération, de sa marge, mais pour le client c'est transparent, parce qu'en fait qu'il soit allé avec moi ou sans moi, il aurait payé pareil, tu vois. C'est juste que le partenaire gagne moins, en gros. Et d'ailleurs, certains partenaires n'ont pas de volet commercial, eux ils ne traitent pas de la commercialisation, tu vois. C'est que par des intermédiaires comme moi. Donc c'est pas leur métier. Eux, ils dimensionnent des produits financiers intéressants, mais ils ne s'occupent pas de les vendre. Tu vois. Ouais, c'est de l'affiliation en fait quelque part. Voilà. Donc je les trouve comme ça par bouche à oreille, et des conférences. Au début j'en faisais beaucoup, maintenant j'en fais un peu moins parce que c'est vrai que l'acquisition par bouche à oreille marche bien. Et je remercie tous ceux qui me recommandent parce que c'est vraiment ce qui me permet de ne pas me soucier de ces aspects-là et donc d'avoir plus de temps pour bien gérer le suivi de mes clients. C'est important aussi. Mais au départ, je faisais beaucoup de conférences. Alors j'en fais quelques-unes encore, notamment quand j'accompagne des personnes qui se lancent dans le métier. Une conférence en ligne ou conférence en physique traitant de pédagogie financière. D'ailleurs là, on va organiser une très grande conférence en ligne avec des ateliers dans 3 salles différentes qui sera en mars. Donc ok, tu vas me donner le détail, j'espère. Ouais, dès que ça sera bouclé, je te donnerai le détail. Super. Mais donc voilà, en gros, 1 à 2 fois par an, je fais une grosse conférence en ligne comme ça, ce qui me permet à moi d'être visible, mais c'est surtout pour ceux que je forme, où ça leur donne de la visibilité, et on rejoint nos forces pour présenter ces différents ateliers, tu vois, puisqu'il y a 3 salles et 3 ateliers différents par salle, donc il faut être au moins 6. Et des conférences physiques, et en fait, de là, au début, pareil, c'est ton réseau proche, dire tiens, viens voir, à la rigueur, soit viens m'aider, au pire, ça m'aide, au mieux, ça t'intéresse. Et de là, la conférence d'après, ils le disent à un collègue, à une amie. En fait, ça se facilite puisque le besoin est là. Il y a un besoin énorme dans ce métier-là. Les gens ont besoin de conseils, ont besoin de confiance, ont besoin de solutions. La retraite, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Clair. Il n'y a pas que la retraite, mais voilà, globalement, il y a un besoin, il faut s'occuper de ses finances. On n'est pas dans un pays anglo-saxon où c'est naturel, donc il y a beaucoup de travail pour casser les croyances. Il y a un besoin. Voilà. Donc globalement, le marché, il est là. On se tape pas sur les pieds entre conseillers. Il y a assez à manger pour tout le monde, et il y a assez à manger pour le faire de manière éthique, pas avoir les dents longues et pas faire un sprint parce que c'est un marathon. Donc c'est prendre le temps avec chaque personne, pas voir au gain facile. Moi, ça fait 5 ans aujourd'hui. Les 2-3 premières années, j'avais pas un chiffre d'affaires phénoménal et j'arrivais pas à en vivre. C'est arrivé au bout de la 3e année quand j'ai quitté mon travail, mais aussi et surtout récolté les fruits des graines des 2 années passées, tu vois. Donc c'est pas un métier où on devient millionnaire du jour au lendemain. Par contre, c'est un métier où effectivement on peut très très bien gagner sa vie après quelques années quand on a bien fait le travail de la bonne manière, et où on peut s'accorder du temps, soit pour vivre, soit pour aller dans d'autres projets plus tard. Voilà. Ok. T'as un projet professionnel précis ou une ambition précise, puisque t'es chasseur de rêve à la base. Donc concrètement, je sais pas, c'est quoi ton ambition, Alexis? Mon ambition, il y en a plusieurs. Du côté du conseil en investissement, moi j'aimerais bien que... alors seul je peux pas, et c'est pour ça que l'aspect développement d'équipe me passionne, c'est d'arriver, alors moi j'aime bien mettre des chiffres, mais à toucher 100 000 personnes. C'est-à-dire que 100 000 personnes aient eu accès à un schéma d'éducation financière, tu vois. Un élément qui dit, tiens, voilà, ok, ça a fait tilt, je m'en occupe pas, c'est mon choix, mais je sais que ça existe. Okay. Ça, c'est un aspect. Après, c'est aussi essayer de contribuer en dehors de ça. Moi, j'ai vraiment fait un gros travail au niveau de l'argent, et aujourd'hui, une fois que ton niveau de vie idéal est atteint, alors mon niveau de vie, il est idéal, mais il est juste ok, tu vois, je gagne pas des 1000 et des 100, et je compte me rémunérer plus tard, mais arrivé à un certain point, je sais que j'aurai pas besoin de plus, et donc dans ce cas-là, le reste, c'est ok, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est d'essayer de contribuer un maximum en dehors. Par mon temps, parce que l'argent c'est bien, mais le temps c'est la valeur la plus chère, donc donner de mon temps et donner un peu d'argent aussi à des causes qui me tiennent à cœur. Et là-dessus, pareil, plus on est nombreux, plus c'est efficace.
Donc ça, c'est plutôt pour les autres, mais c'est aussi inspirer dans l'entrepreneuriat, dans la prise de risque, surtout dans l'action, tu vois, à être acteur. Donc ça peut être par les conférences que je fais de temps en temps, ça peut être par de l'associatif, ça peut être par des interventions dans des écoles. Voilà, ça c'est ce que j'aimerais bien faire pour les autres, on va dire, mais après pour moi égoïstement, parce que c'est important, parce que je suis convaincu qu'on peut rien faire complètement pour les autres. Il y a aussi pour soi. Moi ce que je vis c'est vraiment la liberté et une certaine idée de la réussite qui est juste d'aller au bout de mes compétences et de pas mourir et me dire bah mince tu pouvais faire des trucs, t'avais les capacités mais t'es resté dans ton truc confortable et du coup c'est ça qui m'amène à faire des choix de vie parfois qui sont pas les plus faciles mais voilà je veux aller au max quoi. Ok. Si tu devais me donner 3 mots qui incarneraient tes valeurs ou en tout cas tes ambitions, lesquels? Réussite, liberté, inspiration. Ok, parfait. Justement, en parlant d'inspiration, est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré? Énormément. Et ça, c'est un vaste sujet. Ça dépend dans quel domaine, ça dépend. Peu Là, importe. dernièrement, je dirais que c'est Anthony Bourbon, tu vois, le CEO de Feed. Oui. Parce que on n'a pas un parcours similaire, mais je me reconnais beaucoup dans ce qu'il dit. Alors, c'est très guerrier et je sais que ça parle pas du tout à tout le monde. Hein. Mais moi, ça me plaît de se battre pour son destin, de se battre pour s'extraire de sa condition, comme il dit, tu vois. Et que on est très chanceux en France niveau égalité des chances, très 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 chanceux. Mais il y a encore beaucoup d'inégalités et beaucoup d'inégalités qui sont dans la tête en fait, tu vois, des barrières qui sont dans la tête où on s'autorise pas à aller dans tel milieu, à faire telle chose, à postuler dans telle école, tu vois. Ce que tu appelles des pensées limitantes. Ouais, complètement. Oui, oui. Donc Ok. voilà, c'est montrer à chacun qu'il a des compétences en lui, qu'il peut les faire sortir, qu'il n'y a plus qu'à quoi. Ok. J'adore, tu vois, avec mes étudiants, j'adore parler de performance. C'est quoi la performance pour toi? La performance, pour moi, c'est faire de son mieux. Ok. C'est quelque chose que ma mère m'a toujours dit et ça marche bien, pour moi en tout cas. Et même que j'aime inculquer, c'est dire, ok, même si tu n'as pas le résultat escompté, est-ce que tu as fait de ton mieux? Mais vraiment, tu vois. Ok. Ça marche. Ça me fait souvent sourire parce que du coup, depuis qu'on se connaît, on a été mis en relation par la plateforme Ocha. J'écoute ton podcast et à chaque fois, en fait, tu demandes à l'invité on va dire une maxime ou une phrase culte. C'est quoi la tienne? Alors la mienne, je vais tricher parce que à chaque fois. T'es en train de googler là. A priori. Exactement. Mais du coup c'est pour être certain de bien la dire. Donc c'est une citation de Jim Rohn. Alors après on sait jamais si vraiment c'est des citations de lui, mais en gros c'est pas le vent qui décide de ta destination, c'est l'orientation que tu donnes à ta voile. Pardon, je la refais. Ce n'est pas le vent qui décide de ta destination, c'est l'orientation que tu donnes à ta voile. Le vent est le même pour tous. Ok. Voilà. D'où notamment, tu vois, ce fameux bateau ici, quoi. Ah oui, il est en train de me montrer ses tatouages pour ceux qui nous écoutent. Ok. Tu dois me recommander un livre, un film, une série, ou de la musique potentiellement? Ça, c'est toujours une question compliquée. Niveau livre, vu que j'ai parlé d'Anthony Bourbon, on peut parler de son livre, tu vois, Forcez votre destin. Tiens, tu vois, il est là. Pas mal. Intéressant. Moi j'aime bien les biographies aussi, hein, tu vois, j'ai lu récemment celle de Will Smith, celle de Schwarzenegger, c'est des histoires de fous et en fait les personnes à la base elles sont comme tout le monde, quoi, vraiment comme tout le monde. Donc des biographies, voilà, sinon film, série, bon, j'ai donné un livre, je sais pas si tu veux que je donne les 3 mais... Non, moi ça me va bien. J'avoue que je suis un peu comme toi, j'aime beaucoup les bios. Ok, parfait. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on aurait dû aborder, que j'ai oublié d'aborder avec toi? Bah écoute, on a été plutôt complet, hein, tu vois, on fait 1h30 là. Donc, ouais, on est plutôt bon par rapport au timing. Bon, bah, parfait. Non, mais on a vu le parcours, voilà, comment avoir un poste dans une grande boîte si c'est ce qui t'intéresse, comment devenir conseiller, on l'a évoqué, je pense. Hein, Oui, complètement. Oui.
Moi, tu vois plus. Alors, effectivement, il y a la dominante métier qui est dans l'ADN de mon podcast, mais je trouve que la trajectoire ou les trajectoires, elles sont aussi inspirantes. C'est-à-dire que un petit peu ce qu'on évoquait la fois passée, se lancer, c'est peut-être parfois compliqué, ça fait peur, mais finalement, quand tu changes de job, bah, d'une certaine façon, tu te lances aussi, quoi, ou tu te relances. Donc voilà. Si, peut-être un dernier point que j'aimerais dire, c'est que je pense que j'ai jamais eu autant d'énergie et été autant bien physiquement, tu vois, que depuis que je fais quelque chose qui me plaît et que j'ai pas une pression qui est induite par d'autres personnes. Donc ouais. C'est toi qui te mets la pression, ou pas. Bien sûr, mais je travaille énormément, tu vois, je travaille beaucoup, mais j'adore ça, mais j'ai pas l'impression d'être au bord du burn-out. Donc pour des gens qui ont peur d'aller au-delà, de ci, de ça, ou qui se sentent pas forcément dans leur meilleure forme, bah, peut-être regarder à l'intérieur et ce qui va pas aujourd'hui, et aussi à l'extérieur dans votre environnement. On n'a pas parlé de l'environnement, mais être avec des gens tous les jours qui sont plutôt négatifs, qui se plaignent et qui voient le verre vide, ça ne marche pas. Donc faut commencer par changer ça, et après vous allez mieux, quoi. Ouais, clair. Ok. Bah écoute, Alexis, je te remercie beaucoup. Je vous invite, si vous écoutez ce podcast, à aller écouter du côté de Chasseurs de rêves, parce que c'est super inspirant. Et je vous embrasse bien fort et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu as écouté cet épisode dans son intégralité, et dans ce cas-là, je t'en remercie vivement. Si tu veux nous aider à remonter dans les moteurs de recherche, pour ça, il y a 3 solutions. La première, abonne-toi directement au podcast La Bonne Équipe. La deuxième, mets-nous des commentaires trop sympas et des évaluations qui vont avec sur les plateformes comme Apple Podcast ou Spotify. Et enfin, n'hésite pas à abonner de force tes amis ou ta famille, ça leur fera du bien. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.